France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour une nouvelle semaine de ce grand forum jusque 18h30. Ravi de vous retrouver bien sûr pour ce lundi 31 octobre avec vos appels évidemment en direct comme d'habitude. Pour cette dernière partie tout à l'heure entre 18h et 18h30, nous accueillerons l'ami Amar pour sa chronique, son clin d'œil quotidien. Et puis bien sûr la télé, le sport et les difficultés de Marseille. Nous en reparlons tout à l'heure. Donc en deuxième partie, le j'aime ou j'aime pas et aussi le coup de cœur et l'avis tranché de celui et de ceux en tout cas qui nous accompagnent aujourd'hui, mais de celui qui est arrivé le premier à l'heure. Donc monsieur Hamou Bouakas, comment ça va Hamou? Bonjour, je suis arrivé à l'heure, ça c'est vraiment un truc complètement innovant. Peut-être c'est lié au fait que l'heure d'hiver vient de revenir. Ah oui, d'accord. Parce que moi je suis un peu déphasé toi d'habitude. Donc là je viens de m'y mettre là, l'heure d'hiver d'un coup c'est bien. Effectivement, Yasser Louatik bonjour avec nous. aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour à Yasser, c'est bien de me filer du temps d'antenne, c'est vachement sympa. Alors, de quoi allons-nous parler avec toi dans la vie tranchée, monsieur Hamou Bouakas? Alors, la vie tranchée, je vais parler de Housseima et de Sidi Bouzid. Ah, Y a-t-il un Bouazizi marocain? Et le Maroc va-t-il faire sa révolution? C'est la question que posent les événements du week-end dernier. oui, absolument. Et puis le coup de cœur, tu l'as choisi? Le coup de cœur, eh bien, nous allons saluer François Hollande. Ah, c'est une sérieux? fois n'est pas coutume. Parce que François Hollande a inauguré, posé le premier acte amenant à une reconnaissance d'une génocide contre les Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Et je voulais saluer François Hollande. Je voulais aussi saluer les Tziganes, qui sont des bons copains des musulmans, puisque traditionnellement, depuis quelques années, pendant 1 ou 2 semaines, il y en a après les Roms, ce qui permet aux musulmans de se reposer, ce qui est quand même très sympathique. Très bien, on y reviendra tout à l'heure et on va en parler justement de tout cela dans le zapping. Mais avant tout cela, nous parlerons aujourd'hui des soldats français qui quittent la Centrafrique, l'opération Sangaris qui se termine officiellement aujourd'hui. Mais quelques centaines de militaires vont rester sur place car le pays est toujours en proie aux violences. Et puis nous parlerons aussi de cette dernière semaine de campagne avant la présidentielle américaine et dernière ligne droite assombrie dans le camp démocrate par la relance de l'affaire de la messagerie privée de Hillary Clinton, relance par le FBI. Bien entendu, les écarts se resserrent dans les sondages. Donc le zapping pour commencer, c'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, avec François Hollande, le président de la République, qui a reconnu que la France était responsable de l'internement de milliers de Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était samedi dernier. Et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'État. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. Et en marge de cette cérémonie, les journalistes en ont profité pour interroger François Hollande, le président de la République, sur la colère de Manuel Valls. Il a évidemment refusé de s'exprimer. Chacun doit être à sa tâche. Moi je suis à la mienne, le Premier ministre aussi. Nous devons régler les grands sujets qui préoccupent les Français. Nous le voyons, la lutte contre le chômage, nous avons des premiers résultats. Nous le voyons avec la sécurité, elle est nécessaire. Nous avons répondu aux inquiétudes et à la colère des policiers. Et puis, il y a aussi ces questions de réfugiés, de démantèlement du camp de Calais. Voilà les sujets. Et le reste, ce sont des commentaires qui ne peuvent pas s'ajouter à des commentaires. Il y a trop à faire. C'est trop important de diriger le pays en ce moment. Et moi, je n'ai pas d'autres préoccupations. Merci. François Hollande qui entend, et il l'a rappelé ainsi, être le patron jusqu'au bout. Yann Moix, qui était particulièrement en forme dans l'émission N'est pas couché de samedi soir. En voici une preuve avec des compliments très élogieux envers Patricia Cass. Je suis très embêté parce que Patricia Cass a beaucoup de talent et ce serait un peu absurde que d'essayer de démontrer le contraire. J'en ai pas les moyens, ni culturels, ni intellectuels, ça m'intéresse pas trop. Simplement, il y a 2 sortes d'artistes. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de vivre. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de mourir. Pour moi, vous êtes dans la 2e catégorie, j'ai envie de me pendre quand je vous entends, mais ça veut pas dire que... Non, ceux qui ne comprennent pas sortent, les autres peuvent rester. C'est-à-dire que je veux dire par là que, par exemple, Edith Piaf, qui a du génie, me donne envie de mourir. Alors quand vous chantez Piaf, je vous décris pas, hein, ça me donne doublement envie de mourir. Vous avez, pour moi, vous distribuez du cafard.
du cafard. Mais c'est pas permis à tout le monde. Ça dépend dans quel état d'esprit on est quand on écoute les albums. Vous incarnez, pour moi, à titre très personnel, une forme de désespoir et de tristesse. Et c'est en cela que je vous trouve intéressante. C'est une beauté aussi. Mais c'est en cela que je vous trouve intéressante, une artiste accomplie. Pas parce que vous me rendez heureux, mais parce que vous me rendez malheureux. Ça se reçoit, je pense, comme argument. Il m'a fait le même effet tous les samedis soirs. Puis on termine ce zapping par un ancien de France Télévisions qui est venu et invité du Tube sur Canal+, l'émission Média du samedi midi, s'en prendre à la direction de France 2 en parlant de copinage. C'était Guillaume Durand sur Canal samedi. Un mot sur votre autre passion, c'est la culture, évidemment aussi. On l'a vu tout à l'heure, en cette rentrée sur France Télévisions, les deux nouveautés justement en matière d'émissions culturelles sont incarnées par Léa Salamé avec Stupéfiant sur France 2, Nicolas Demorand avec Drôle d'endroit pour une rencontre sur France 3. Est-ce que France Télévisions, selon vous, l'amateur de culture, est sur la bonne voie ? Bah écoutez, pourquoi pas. La grande bêtise de ma part, ce serait de dire, sous prétexte que je n'y suis plus, de considérer que tout ça n'a aucun intérêt, ce qui est complètement faux. Globalement, je trouve que la part qui est accordée à la culture dans le service public est quand même pas suffisante. On pourrait faire plus, ou en tout cas d'une manière plus imaginative. Vous savez proposer des choses à France Télévisions ? Alors là, pas du tout. Non, mais ce sont des systèmes pipés, vous le savez, la Cour des comptes vient de le dire. Le problème de France Télévisions depuis des années, c'est qu'il règne un intense copinage, plus des problèmes budgétaires considérables, donc c'est pas la peine d'aller pousser une porte pour qu'on vous dise non. Donc autant ne pas pousser la porte. C'est toujours le cas avec le changement de direction. Mais ça a toujours été le cas, ou ça a souvent été le cas. Mais bon vent à tous, ce sont et l'un et l'autre de très bons journalistes. Donc un retour sur France Télé n'est vraiment pas c'est pas du tout mon obsession, non. Voilà pour en tout cas Guillaume Durand qui est pas prêt de retourner sur France Télévisions. Bon, merci d'être avec nous, sauf si on l'appelle. T'as remarqué comme les gens qu'on n'appelle pas étaient jamais prêts à revenir. C'est clair. Ouais. Yasser Louati, bonjour. Comment ça va Yasser ? Bien et toi Christophe, bonjour tout le monde. Alors Yasser, l'avis tranché, on va parler de quoi ? Alors l'avis tranché, je me le réserve parce qu'il est en cours de rédaction. Ah d'accord, ça sent le mec qui a bien préparé son histoire ça. Rien du tout, ils arrivent, tu vois, les cheveux gominés, tu vois, Kiltran dans la salle avec un quart d'heure de retard en dansant, et la vie tranchée n'est pas préparée comme voilà. Ce serait pas un peu du travail d'arabe ça ? Enfin bon, pas commenté hein. Le coup de cœur, est-ce qu'il est prêt lui ? Le coup de cœur, oui. Ah, très bien. Ah, il a un cœur, c'est quand même sympa. Alors c'est une jeune auteure qui a lancé son premier livre, comment dire, qui se lance en fait dans la poésie et les textes très personnels. Donc en fait elle parle un peu d'islamophobie, comment est-ce qu'elle l'a vécu et comment est-ce qu'elle voit la société française à travers ses yeux de jeune étudiante. Donc je vais fortement la recommander. Elle m'a envoyé son livre ce week-end, je lui ai promis de le lire, chose qui a été faite et je le recommande fortement. Donc vous aurez son nom tout à l'heure. Très bien, ça c'est bien, un petit livre au passage, comme ça en plus demain c'est férié, vous aurez l'occasion de le lire tranquillement. Exactement. Ils sont pas analphabètes nos auditeurs, ils savent lire. Ne commence pas à provoquer. Je sais pas moi. Vous pouvez le tacler le Mamou Bouakas, n'hésitez pas. 01 40 33 j'ai une patate les enfants, 9000. je vous assure, c'est un truc de fou. C'est le numéro de téléphone du Grand Forum, donc exclusivement réservé au Grand Forum. 01 40 33 9000. Oui, 01 40 33 90 00 pour intervenir, réagir notamment aux avis tranchés bien sûr. Je vous signale, attends, mais il y a un changement notable là. On ne prévient pas. Oui. Maintenant c'est même plus payant le. Non, voilà. Ah, c'est une nouveauté. Alors déjà, ils étaient non, pardon, faut que j'arrête. Oui. Bonjour les auditeurs, appelez tous et tout. Je précise Soyez constructifs, hein. Dans la semaine, jeudi, pour être plus précis, nous recevrons un futur candidat à l'élection présidentielle, monsieur François Célineau, qui viendra répondre à nos questions, en l'occurrence à celles de Sofiane Lakdari et de Ousmane Timera et surtout les miennes. Ce jeudi. Attends, vous voyez les auditeurs dans quel ordre il met l'importance entre les polémiques et lui quoi. Ouais, c'est les polémiques, ils ont quelques et surtout les siennes. C'est-à-dire nous en fait on est juste décoratifs en fait. Non mais bon. Enfin je savais mais bon. Bon, allez, on va régler les états d'âme en antenne et on est de retour très vite avec vous, auditeurs, auditrices. Yasser Louati, Amou Bouakas, c'est une premier duo, première rencontre. En direct. Il me connaît même pas, c'est un truc de fou ça. Alors, vous savez pour vous dire. J'étais scotché, la vie de moi, attends. Yasser Louati ne connaissait pas Amou Bouakas, alors là, ça rien de plus pour l'énerver. J'ai pas eu cet honneur. Sans déconner, non, ça c'est un truc. Il a pas eu cet honneur. Voilà. Ouais, non mais ça va quoi. Enfin, je veux dire, attendez. Quand même, monsieur Bouakas qui a été. C'est Amou Bouakas, c'est pas has-been, je veux dire, tu vois. Il a travaillé 10 ans à la mairie de Paris quand même, monsieur. Pas 10 ans, 13 ans, cousin, t'es ouf toi. Voilà. Et des années compte double avec ça veut dire que 13 ans, Yasser Louati n'a pas mis les pieds dans la mairie de Paris. En même temps, vu l'estime que j'ai pour elle. Tout de suite, c'est la mairie ou la mer? Parce que c'est pas pareil, hein. L'institution en tant que telle. L'institution en tant que telle.
Très bien. Monsieur est un libertaire. À tout de suite. On va lui régler. Yasser Louati, Amou Bouakaz, ils sont avec nous aujourd'hui. Tiens, une petite info culturelle qui va vous concerner, puisque ça concerne les auditeurs de Marseille qui nous écoutent sur le 93.8, puisque en effet aujourd'hui dans les studios de Canal 9, qui est une télé de proximité marseillaise, au 49 rue de la République, donc place Sali Carnot, à partir de 19h15, projection du film documentaire L'émir Hamdi El Kader Ambroise, le prisonnier tant aimé, une projection qui sera suivie d'un débat en présence de l'écrivain et historien Sadek Selam, entrée gratuite. Donc aujourd'hui 19h15 pour les auditeurs de Marseille, n'hésitez pas à y aller. Précipitez-vous parce que Sadek Selam est un homme absolument formidable avec lequel je partage une passion des mathématiques, puisqu'au départ il est professeur d'analyse numérique à la fac et c'est un homme qui a eu le virus de l'histoire, et notamment de l'histoire des musulmans au sens large, de l'influence des élites des pays anciennement colonisés, et c'est vraiment un puits de science. Donc franchement, moi c'est pas compliqué, dès que je veux savoir quelque chose qui concerne un musulman qui a vécu en France ou qui a conversé culturellement avec la France depuis 1800, j'appelle Sadek et je suis sûr d'avoir l'information dont j'ai besoin. D'accord. Bon, c'est un petit peu on appelle ça une bibliothèque. Ah ouais, non, enfin là j'ai un coup de cœur, mais franchement, ça c'est un grand bonhomme qui a écrit des bouquins tout à fait passionnants, qui sont des références aujourd'hui, et c'est vraiment un type dont il mériterait vraiment d'être mieux reconnu et plus reconnu. Rendez-vous donc ce soir 19h15 dans les locaux de Canal 9, donc cette télévision de proximité marseillaise, ce soir à 19h15 donc à Marseille, pour aller voir ce film, donc projection de ce film. On est à la veille du 1er novembre, alors c'est vrai que de tradition c'est la Toussaint en France, c'est donc jour férié, mais on n'en oublie pas évidemment ici le 1er novembre 1954, le déclenchement de la révolution algérienne. Un mot. Bah oui, enfin c'est toujours émouvant de se dire qu'une poignée d'hommes ont fait basculer, ont mis en place une dynamique qui a fait basculer le destin de ce qui n'était pas encore un pays. Et voilà, on ne peut que s'incliner devant eux et leur rendre hommage, et simplement espérer qu'un jour le pays dont ils ont rêvé rejoigne le pays réel, que l'Algérie soit à la hauteur du destin que lui avaient tracé ces hommes de la Toussaint. Absolument. Yasser Amou, c'est parti, on y va avec les avis tranchés. Vous êtes prêts, messieurs? On est prêts. On est prêts. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, deux avis tranchés auxquels vous allez d'ailleurs pouvoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, réagir en nous appelant au 01 40 33 9000. N'hésitez pas. Je laisse la parole à Amou Bouakaz. Allez. Kousseima Sidi Bouzid, et si le Maroc entrait en convulsion? Le week-end dernier, un vendeur de poissons a été arrêté par la police en possession d'espadons dans des conditions qui semblaient quelque peu illégales. L'arrestation a été tellement musclée que ce jeune Marocain est mort, écrasé par une benne. C'était à Kousseima, dans cette belle province, cette rebelle province du Rif. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Si je remplace l'espadon par les fruits et légumes, si je remplace Kousseima par Sidi Bouzid, si je remplace Mohsen Fikri par Aziz Bouazizi, je me retrouve transplanté par un tapis volant fin 2011, non fin 2010 peut-être d'ailleurs. Et c'est le début des révolutions arabes. Certes, comparaison n'est que rarement raison, mais la situation du Maroc est une situation suffisamment inflammable pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Maroc est certes dirigé par un roi commandeur des croyants. Il vient certes
de vivre une période électorale paisible et un renouvellement du PJD. Mais sous la cendre, le feu couve. La pauvreté des plus pauvres s'accroît, la richesse des plus riches s'accroît, la décorrélation des élites avec les classes les plus populaires est patente. Les Marocains aspirent à la démocratie, ils aspirent à une plus grande redistribution. Je forme des vœux pour que les mouvements et les manifestations qui commencent ne soient pas suivis d'émeutes telles que les émeutes tunisiennes et que le Maroc puisse trouver le second souffle qui lui permettra de passer d'une monarchie constitutionnelle à un véritable régime démocratique, égalitaire et socialement vivable pour tous les citoyens marocains. Voilà pour cet avis tranché. Amou Bouakaz, Yasser, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec cette comparaison? En fait, la comparaison, elle a quand même certaines limites. C'est que déjà, les manifestants ne remettent pas en cause le pouvoir en place. Ils demandent seulement qu'une enquête soit lancée et qu'elle soit transparente, sans pression du pouvoir. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que la situation socio-économique du Maroc est semblable à celle qui prévalait en Tunisie avant la révolution? Ça, j'en doute encore un peu. Mais ouais, c'est vrai que, par contre, cette vidéo ou plutôt ces photos qui ont tourné montrent littéralement le mépris des classes dirigeantes de Maroc envers les populations dominées et la classe, on va dire, prolétaire. Bon, moi, sincèrement, je me fais pas d'illusions, d'accord. Donc, je pense pas que ce mouvement aboutirait à une remise en question des institutions. On n'en est pas encore. C'est même pas les revendications d'ailleurs des manifestants. Donc, tout ce que le roi fera, à mon avis, c'est que l'enquête soit lancée. Elle le sera. Elle le sera. Mais est-ce que annoncé en tout cas. Voilà. Mais est-ce qu'on mettra derrière les barreaux, ceux qui sont qui étaient derrière la mort horrible du jeune homme? Sincèrement, je doute forcément. Ouais. Oui, moi, ce qui me fait penser que peut-être ça risque d'avoir beaucoup de soubresauts, c'est que ça vient du Rif. Savoir que le Rif est une province qui est quand même très en révolte contre le Marzen et contre la royauté depuis des décennies. C'est du Rif que viennent beaucoup de gens qui ont commis des attentats et c'est du Rif que viennent beaucoup de gens qui sont partis s'enrôler dans diverses révolutions, dans diverses révoltes. Islamistes ou non. Et donc, voilà, moi je pense qu'il faut surveiller ça de très très près, parce qu'il n'est pas certain que les Marocains se satisfassent simplement d'une enquête, et qu'à un moment donné, les inégalités risquent de faire en sorte que les citoyens n'y trouvent plus leur compte, et se laissent aller à peut-être des revendications beaucoup plus fortes, quoi. Ouais. Affaire à suivre, effectivement. En tout cas, cette affaire fait gros bruit sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. On en parle énormément. On va peut-être prendre aussi la réaction d'un auditeur au 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Monji Marseille. Bonsoir Monji. Bonsoir Amou, bonsoir Yasser. Salut. Voilà, moi je suis jusqu'à un certain degré dans ce qu'il a dit Amou. Mais moi, je suis persuadé en fait que ce qu'on a appelé le printemps arabe n'est pas fini. Il y a une contre-révolution qui s'est en fait, parce que si on regarde les commentaires, la première chose qui sort, en fait, c'est une tétanisation des gens par le fait que est-ce que vous voulez faire de la Syrie, est-ce que vous voulez faire en Syrie, en Irak, voilà, et tous ces mots-là qui en fait que la contre-révolution a essayé de mettre en place pour tétaniser la population. Mais malheureusement, l'énergie d'espoir, elle est beaucoup plus importante que la peur de la destruction. Et moi, je suis pessimiste des possibilités de changement dans la non-violence, parce que on voit bien comment le pouvoir, par exemple en Tunisie, on peut parler que de la Tunisie, que le pouvoir est revenu, qu'on voit bien que malgré les élections apparemment démocratiques qui se déroulent en Maroc, que je connais un peu,
par ma femme et je voyais déjà quand je partais en 2011-2012 déjà, je commençais à dire que en fait tout ce qui les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent. Vous savez, vous allez juste à la ville de Dar el Baïda, entre le quartier de Anfa et les Dar el Sultan pour les Marocains qui connaissent, on voit bien le contraste et on peut pas vivre dans ces deux mondes qui on regarde sans parler, c'est pas possible. Et surtout, pour en finir, et en fait, on regarde bien que les Marocains n'ont pas participé aux élections précédentes il y a un mois, même pas, je crois, c'est 15 jours. Ouais, c'était législative. Un taux d'abstention extrêmement important. Ouais. Exactement ce qui se passe actuellement en Algérie, parce qu'on commence à sortir le scénario, la main étrangère. D'ailleurs, ce que je lis dans les commentaires sur la situation marocaine, attention à la division. Parce qu'on commence que lorsque les sbires du Marzen commencent à sortir ce truc-là, ils savent que les choses ne tiennent pas. C'est pas une question de remettre la monarchie en cause. Bon, il y en a qui la remettent, tout le monde ne la remet pas. Mais ils remettent le système social qui est en place. Moi, par exemple, sur la question de l'éducation, pour ceux qui connaissent, maintenant les Marocains se saignent, les pauvres se saignent, ils travaillent pour payer les cours supplémentaires à leurs enfants parce que le système éducatif a été cassé et on a installé des écoles privées, une oligarchie qui transmet le pouvoir de père en fils et ça peut pas tenir. Il y a la révolution, la révolution, comme je l'appelle moi, n'est pas finie, mais comme c'est passé avec la révolution française, il y aura une deuxième révolution parce que tout simplement le pouvoir ne se remet pas de lui-même, mais il faut vraiment le dégager. Très bien, merci beaucoup Manji en tout cas pour votre réaction. Amou, un petit commentaire à faire. Je pense que l'hypothèse que Manji formule est une hypothèse qui n'est pas du tout à négliger. C'est très compliqué parce qu'en même temps il y a aussi un mouvement associatif au Maroc, il y a un mouvement de classe moyenne qui est fortement influencé par les réseaux sociaux et tout ça et qui peut-être faire en sorte qu'il y ait des compromis acceptables qui soient passés. Donc moi j'ai vraiment une infinie tendresse pour ce pays qui a bien des spécificités, qui en particulier n'a jamais été colonisé. Donc c'est un pays qui a encore ses traditions et le substrat de la société marocaine est encore sur place. Et je vois aussi que ce pays a des élites qui sont extrêmement bien formées, qui sont arrimées avec le monde et donc il se pourrait que le Maroc nous étonne encore une fois. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il va falloir regarder ça de très très près. Alors, nouvelle réaction, tiens, dernière avant qu'on passe à la vie tranchée de Yasser Louati. Allô, bonsoir. Ah, Christophe, bonjour, comment tu vas? Bonsoir, monsieur Karim. Ça va, bonjour à bonsoir à tes invités. Bonsoir. Salut Karim. Salut, moi, comme d'habitude, je suis d'accord avec Amou parce que je trouve qu'il a une vision assez réelle des choses. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est pour la chute de son texte, quand il dit il espère que le peuple marocain se débarrassera de la monarchie. Moi, je suis pas sûr que ce soit la monarchie qui soit en cause pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des pays qui sont monarchiques, tels que la Hollande, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, etc., et qui fonctionnent très très bien. Moi, je suis pas contre. Je serais même à la limite presque pour une monarchie en France, à condition que ça soit un monarque qui règne mais qui ne gouverne pas. Je pense pas que le fait que ça ne soit pas une monarchie, si un jour le Maroc n'était plus une monarchie, que c'est ça qui ferait qu'il y aurait moins de pauvres. Moi, la seule chose que j'espère que ça se réalisera pas, je voudrais pas que le changement ou la révolte se fasse par la rue, parce qu'on a eu trop d'exemples. Il n'y a aucune révolution par la rue dans le monde arabe ou musulman qui a réussi. Au contraire, elle s'est toujours retournée contre les peuples qui l'ont fait. Donc, et même dans l'histoire, parce que moi j'ai passé ma jeunesse dans les jeunesses communistes et à la lutte ouvrière ensuite, et toujours. Maintenant je n'y crois plus à la révolution, c'est terminé. Je sais très bien que la révolution, il y a des gens qui la font, il y a des gens qui en profitent, et ceux qui en profitent, c'est pas ceux qui la font. Donc voilà. Merci. Je voudrais dire, j'espère que le Maroc ne va pas chavirer, parce que c'est bon, moi je suis algérien, je suis originaire de Biskra, mais je veux dire que c'est un pays auquel je tiens, j'adore le Maroc, et j'aimerais tellement qu'il y ait une réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, et j'aimerais pas que ce pays bascule comme a basculé la Libye ou la Syrie ou ce qu'on voudra. J'aimerais bien que ça se fasse de manière pacifique et qui gardent leur roi, mais qui deviennent comme le roi espagnol, quoi.
Merci. Voilà, bonne soirée. Merci Karim. Alors pour être tout à fait clair, puisque Karim disait un mot que tu avais remis en cause de la monarchie, c'est pas tout à fait ce que tu as dit. Disons que non. Alors, moi je. Non, mais attends. Écoute, le mieux c'est qu'on écoute. Le second souffle qui lui permettra de passer d'une monarchie constitutionnelle à un véritable régime démocratique, égalitaire et socialement vivable pour tous les citoyens marocains. Voilà, faut pas se tromper. Ouais, non, mais disons que on pouvait entendre ça, mais c'est pas ce que je voulais dire en réalité, parce que moi je me sens pas autorisé à décider de ce que les Marocains doivent avoir comme régime. Simplement, monarchie ou non, il est clair qu'il y a un niveau d'inégalité dans un pays qui fait que ça n'est plus acceptable. Il y a un niveau de corruption, il y a un niveau de non-considération des plus humbles qui n'est pas acceptable. Et moi, j'ai toujours comme baromètre la Constitution suisse qui dit que je cite de mémoire, mais on reconnaît la qualité d'un régime à l'attention qu'il porte aux plus faibles d'entre les citoyens, quoi. Et je voudrais vraiment bien que ce mouvement-là fasse réfléchir le peuple marocain, qui est un grand peuple, qui a des grandes traditions, sur la façon dont peut-être il pourrait concevoir un système qui considère un peu mieux les plus faibles des siens, quoi. Alors, avant de parler de la vie tranchée de Yasser Louati, vous avez suivi l'affaire Saad Lamjared, le chanteur j'ai suivi ça, ouais. Qui est à Fleury. Non. C'est chaud les marrons, ce truc-là. Ah oui. Alors, c'est monté très haut cette affaire, parce que les autorités marocaines s'en sont mêlées, essaient de peser tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, pour le faire sortir. Le faire sortir. Il y a pas une histoire avec l'Algérie aussi là-dedans? Oui, alors l'avocat de Saad Lamjared, on lui a prêté des propos comme quoi il parlait d'une machination algérienne. Il a démenti. Bon, ça on y a droit à chaque fois. Quoi qu'il en soit, donc ce monsieur a visiblement des problèmes avec les femmes. Encore qu'il y a la présomption d'innocence. Putain, au Maroc, il y a des gens qui vivent très bien, qui ont pas mal de problèmes avec les femmes. En premier lieu, en 2010 ou 2011. Je connais un type qui a une villa à Marrakech, qui s'est fait pécho à New York sur le même genre de problème. Oh, pardon. Ouais. Donc effectivement, en attendant d'être peut-être jugé. Enfin, visiblement, ça vient la demande vient des États-Unis justement concernant son arrestation. Donc en gros, pour avoir un coup de piston et violer de manière impunie, il faut avoir une bonne relation avec une famille gouvernante. Je comprends pas le projet. Ah, le projet, c'est que les autorités marocaines sont très fâchées par rapport à ce que la France a fait et obéit aux États-Unis concernant l'arrestation de Saad Lamjared, qui devait, je le rappelle, se produire donc samedi soir au Palais des Congrès. Le concert a été évidemment annulé. Ceci étant, il faudrait avoir des informations précises sur l'affaire. Est-ce qu'il était sous le coup d'un mandat international? Voilà. Donc c'est quand même une aberration. On a Julian Assange qui est cloîtré depuis plusieurs années à l'ambassade de l'Équateur et qui peut pas sortir. Et là on a une personne qui est accusée de viol. Et il y a un coup de pression d'un pays étranger pour le faire sortir d'une prison française. Mais ça veut pas dire que ça va marcher, Yasser Louati. Il y a un coup de pression, certes, mais est-ce que ça va marcher? Pour l'instant, il est toujours à Fleury. Bon, donc, on verra. On verra la suite de l'affaire. En tout cas, ça a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux. Allez, peut-être que là aussi, votre avis va faire réagir nos auditeurs. Ils peuvent nous appeler d'ailleurs au 01 40 33 9000. L'avis tranché de monsieur Yasser Louati. On t'écoute. Alors lui, ça sera, on a entendu la semaine dernière, policiers attaqués, citoyens en danger. Ou bien, est-ce qu'il faudrait se poser la question, citoyens attaqués, police en sécurité? Résumons. Depuis la semaine dernière, on a une série de manifestations sauvages organisées par des policiers armés, cagoulés en plein état d'urgence et donc en violation en plus de la loi du 11 octobre 2010, celle interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public de manière officielle, interdiction du voile intégral, raison officieuse. Et donc, les femmes verbalisées pour port du voile intégral, qui sont aussi soutenues par un certain Rachid Nekaz, apprécieront. Donc, à toutes les femmes qui portent le voile intégral et qui veulent sortir de chez elles, mesdames, mesdemoiselles, attendez qu'il y ait une manifestation de flics pour pouvoir le faire. Alors, nos chers policiers dénoncent une justice jugée laxiste. Or, les prisons sont pleines à craquer.
Jamais autant de personnes n'ont été incarcérées en France. À titre d'exemple, alors que la population française a augmenté de 12% en 21 ans, celle des prisons a augmenté de plus de 19%. Justice laxiste, mon œil, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, les personnes qui ont été assignées à résidence et les personnes qu'on maintenant on arrête pour délit d'opinion sous couvert de apologie de terrorisme. Alors ces policiers en colère veulent élargir les motifs de légitime défense. Or la règle depuis des décennies, c'est un policier ne va quasiment jamais en prison après avoir tué quelqu'un. Surtout quand c'est un arabe ou un noir. Mieux encore, depuis le 3 juin 2016, policiers et gendarmes sont autorisés à faire feu grâce à l'état d'urgence et la soi-disant lutte contre le terrorisme. Ils peuvent faire feu sans être eux-mêmes directement menacés. Depuis quelque temps, on entend le ministre de la Justice, un certain monsieur Jean-Jacques Urvoas, nous dire qu'il a bien reçu les policiers pour entendre, je cite, leurs revendications, en violation totale de la séparation des pouvoirs. Comparons ça avec les organisations antiracistes et collectives de soutien aux familles de victimes policières qui sont systématiquement ignorées. En même temps, et à la décharge de M. Urvoas, père de la loi autorisant la surveillance de masse de tous les citoyens sans mandat ni supervision judiciaire, ce gentil monsieur déclarait de manière candide sur France 2, je cite, « La classe politique ne veut pas d'une justice autonome ». En même temps, vous me direz, à quoi servirait une justice indépendante si c'est pour faire du juridisme, comme le disait un certain Manuel Valls. Alors que ces dernières sont dénoncés depuis des décennies, y compris par le comité contre la torture de l'ONU, voilà que les violences policières permettent non pas une restriction de la violence de l'État, mais plutôt la livraison de nouveaux fusils d'assaut de la marque HKG-36 qui permet de tirer en rafale dans les quartiers populaires et c'est la BAC qui s'en réjouit. Je me souviens d'un monsieur Cazeneuve qui disait « Nous nous félicitons de la livraison de ces armes et ce en plein état, plutôt en pleine campagne de mouvements sociaux contre la loi travail. » Alors les Traoré, les Bentounsi, les Dieng, les Oussekine, les Fraisse, les Traoré, les Benna, ces familles de victimes des violences policières qui ont vu leurs proches être mutilés ou mourir pour rien, sans que justice ne soit rendue, apprécieront ces demandes de facilitation de l'usage des armes létales avec encore moins de formation et encore plus d'impunité. Eh ben oui, selon la police, les temps de formation, c'est, je cite, de la perte de temps. L'augmentation des moyens de répression brutale en toute impunité pour une fonction qui vote à 52% Front National n'annonce rien de bon pour personne. Alors, si la police a été exemplaire, et je pèse mes mots, je pense qu'elle a été exemplaire sur une chose, c'est peut-être par ce coup de pression face à l'État pour se faire entendre. Et oui, sans même parler de répression des policiers voyous, quand on voit comment les contrôles aux faciès ont été rendus légitimes et sont même défendus par l'État dans les tribunaux, on comprendra quel genre de langage les hauts fonctionnaires comprennent, que ce soit à Bercy, à la place Beauvau, à l'Élysée ou encore à Matignon. Voilà pour la vie tranchée de Yasser Louati. Hamou Bouakaz, petite réaction. Alors, je partage le début du papier de Yasser, qui était drôle, effectivement, et je partage aussi son scepticisme, pour le moins, sur la façon dont la police obtient assez facilement des passe-droits, et sur le fait que, disons, le meurtre d'un arabe ou d'un noir est un invariant depuis très très longtemps, et que finalement il n'y a pas de sanction particulière. Je suis quand même plutôt enclin à penser qu'on a une police qui n'est pas à 100% critiquable. Il y a des policiers qui font leur métier avec beaucoup de conscience professionnelle. Il m'arrive moi d'avoir recours à la police pour ma vie quotidienne. Ce sont des gens qui empêchent quelquefois des problèmes. Il y a des gens qui sont tout à fait civils et je pense que ça progresse globalement parce qu'il y a de plus en plus de gens de toutes les origines dans la police française. Et donc voilà, moi, je pense que ce qui est aujourd'hui palpable, c'est que tous les groupes de pression organisés peuvent faire capituler ce gouvernement. Et donc la question que je poserais, c'est à quand un groupe de pression organisé, des antiracistes, des anti-islamophobie, des anti-justice à deux vitesses, qui s'organiseraient et qui obligerait le gouvernement à appliquer les promesses qu'il n'a pas tenues. Réponse, Yasser. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, c'est pas une critique de la police et de tous les policiers. Enfin, on a rencontré des policiers pour un documentaire qu'on prépare
avec Radical Cinéma, et il y a eu des policiers qui sont très lucides sur la situation et reconnaissent les manquements et les excès. Maintenant, je parle de ces policiers qui manifestent de manière sauvage et qui sont sortis armés et cagoulés en plein état d'urgence. Bien sûr, il y a des fonctionnaires de police qui font leur travail et qui sont excédés par les groupes de pression tels que Alliance, par exemple, et qui font en fait qu'allumer le feu de la confrontation permanente et qui sont sans cesse dans la surenchère. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une constante. On n'a pas vu un policier aller en prison pour avoir tué un noir ou un arabe, même quand les faits étaient contre lui. Ouais. Donc maintenant, là, la conclusion que j'en tire, c'est que l'État ne comprend que les relations de dominant à dominé. Donc si on s'inscrit pas dans les rapports, dans un rapport de force, on est véritablement le dindon de la farce. Et c'est pour ça que ceux qui attendent des mesures de l'État parce que l'État aurait une crise de conscience et que les fonctionnaires se diraient oh non, c'est pas bien, c'est pas juste, ils peuvent toujours rêver. C'est que tant qu'on ne se sera pas structuré un groupe de pression qui non seulement dénonce l'islamophobie et les différentes formes de racisme, mais qui aussi contribue à une lutte plus générale pour une justice sociale, on n'arrivera jamais à rien. L'État, en fait, tel qu'il est tenu par Hollande, Valls et je vais dire Sarkozy, enfin Hollande, Valls et lapsus révélateur. Cazeneuve. Et Cazeneuve dans une moindre mesure, parce que Cazeneuve n'a pas été aussi excité qu'un Valls par exemple, c'est qu'ils n'ont écouté que ceux qui étaient organisés et qui ont maintenu la pression. Non mais alors ce quinquennat aura été le quinquennat des renoncements. Les pigeons, c'est toutes les 5 minutes, que ce soit les écologistes, les zadistes ou les pigeons, chacun dans son couloir, ils ont quand même empêché, mis le gouvernement à l'amende. Et nous nous organisons non seulement pas comme un groupe de pression, mais pire encore, nous sommes capables de faire tomber par terre les gens de chez nous qui essayent de nous défendre là où ils sont. Et là-dessus, je suis d'accord. Je pense que notre premier défi, c'est le manque de solidarité interne. Voilà, alors, messieurs, on se retrouve dans un instant, juste après la pub. S'il y a des réactions, évidemment, sur ce sujet. 01 40 33 9000. On va parler aussi de cette fin d'opération en Centrafrique. Les militaires français rentrent chez eux. Enfin, pas tout à fait. À tout de suite. Ouais. Le grand forum sur France Magazine de la suite avec vos appels au 01 40 33 9000. Yasser, t'as parlé des policiers? La police te répond. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Ahmed, vous êtes policier, vous? Tout à fait, ouais. Alors j'appelle, je me permets d'appeler parce que je viens d'entendre une tirade de votre collègue Yasser, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous nous appelez d'où d'abord? Ahmed? Oui. Vous nous appelez d'où? Je suis à Paris, là. À Paris, d'accord. Voilà. Et donc je me permets d'interpeller ce monsieur parce qu'en gros, pour lui, tous les fonctionnaires de police sont racistes. Oh non. J'ai rectifié, j'ai pas dit tout, justement, oui. Mais allez-y. Hein? Allez-y. J'ai rectifié en disant que c'était pas tout. J'ai parlé de ceux qui manifestaient dehors, armés et cagoulés. Après, la deuxième fois, vous dit comme quoi ils avaient reçu des H4 qui s'entraînaient pas. Ça, monsieur, je peux me dire, c'est des grosses bêtises que vous avez sorties. Parce qu'avant de toucher un H4, il y a un entraînement. Ils doivent s'entraîner, ils doivent passer des tests pour avoir l'habilitation du HK. Donc c'est pas donné à n'importe qui. Oui, Ahmed. Allô? Oui, on vous écoute. Monsieur le commissaire de police. C'est pour ça en gros. Et après, comme l'a dit bien votre collègue là, maintenant la police est diversifiée. Ok? Oui. Allô? Oui, la police est diversifiée. Dans la police, vous avez des Mohamed, des Traoré, vous avez tout ça. Donc c'est pour ça que ça me gêne un petit peu quand le monsieur dit qu'il y a plus de 50% de racistes dans la police qui votent Front National. Alors ça, monsieur, ça on le tient. Alors c'est une information qui est pas tout à fait officielle, mais qui nous a été confiée par la bouche du ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs assez gêné concernant cette info. Effectivement, et je peux vous dire que c'est même pas d'aujourd'hui, c'est même avant Cazeneuve, c'est une information qui circule, je pense qu'Amou peut là aussi la confirmer. Plus de 50% de la police ne voterait non seulement pas Front National, mais serait adhérent au Front National. Ce qui est encore plus grave. Peut-être pas 50% des flics qui sont adhérents au Front National. Non, mais monsieur Ahmed, moi je pense que c'est intéressant que vous ayez l'antenne pour justement expliquer, vous, en tant que policier, qui êtes probablement d'origine maghrébine, comment est-ce que vous vivez ce contraste qu'on peut avoir entre une police qui effectivement fait son travail de policier
et cette espèce d'impression, alors qui est peut-être subjective, mais qu'on peut objectiver malheureusement par des faits. Le jeune Traoré qui est mort dans des conditions très suspectes. Un certain nombre de jeunes. Ça c'est la gendarmerie, je précise. Oui, d'accord. En tout cas, un certain nombre de jeunes qui sont défendus par des collectifs dont la mort est extrêmement suspecte. Comment est-ce que vous, qui manifestement essayez de faire votre travail en citoyen, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Comment est-ce que vous faites, par exemple, quand vous êtes en train d'effectuer des contrôles de papier? Comment est-ce que vous faites face, par exemple, à des collègues qui ont, disons, un tropisme à interpeller plutôt, à contrôler plutôt les papiers en fonction de certaines couleurs, par exemple? Écoutez, je vais être franc avec vous. Sur là où je travaille, moi, je vous dirai pas à quel arrondissement je travaille, ou voilà. Non, vous en dites pas trop. Il y a vraiment pas de soucis quand ils sont... Je veux dire un truc. À partir du moment où j'ai beaucoup de collègues pareils qui sont fonctionnaires d'origine maghrébine, comme vous dites, et si nous-mêmes on s'aperçoit qu'il y a un collègue qui s'amuse à faire des contrôles aux faciès comme ça, on l'arrête de suite, d'accord? On met les choses au point de suite. Donc voilà, à partir de là c'est réglé. Après je vous cache pas que je me mets à la place des collègues. Quand vous travaillez dans les cités sensibles, vous allez toujours faire aux mêmes personnes. Je critique pas ces personnes-là, moi aussi je suis issu du quartier, je suis aussi issu du quartier. Donc voilà, après vous pouvez pas empêcher les mecs qui, malheureusement, je vous dis un truc, les fonctionnaires de police, ils sortent pas tous des quartiers, donc ils arrivent sur Paris, ils sont pas très formés en étant franc avec vous, à arriver à avoir une population aussi diversifiée. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, les mecs sont formés, donc c'est ça le problème aussi. Ahmed, pardon de vous couper, vous avez donc interpellé Yasser, tu souhaites quand même répondre à Ahmed? Oui, bien sûr, donc encore une fois, donc je vais bien commencer par les manifestants policiers armés et cagoulés, et non pas des policiers, d'accord. Deuxièmement, sur la question de la formation, non, ça a été cité dans un article qu'on a sous les yeux là de Mediapart, donc il cite bien on parle éviter les stages à répétition qui peuvent représenter des pertes de temps. Troisièmement, si il y a des violences qui sont dénoncées, il faut pas le prendre sur soi individuellement, mais on parle bien d'un phénomène, et la question des brutalités policières, on ne peut pas l'isoler à un policier ou deux policiers qui se sont visés, mais on parle justement de ces violences qui gangrènent l'institution et la décrédibilisent, comme vous le dites, sur le terrain, parce que c'est vous qui en payez le prix, qui voulez faire votre travail de manière la plus déontologique possible. Maintenant, sur les revendications des policiers, moi j'aimerais bien qu'on prenne en compte, par exemple, les RTT qui sont pas accordés, le fait qu'on prenne en compte les situations où des policiers sont en burn-out total, les situations où des familles explosent à cause de la fonction, le matériel qui est vétus. Combien de commissariats j'ai fait? Sincèrement, je leur dis, les gars, comment vous travaillez? Du matériel qui est vétuste, des locaux qui sont vraiment limite insalubres, pardon? Vous avez vu les commissariats insalubres dans les toilettes? Oui, c'est incroyable, oui. En fait, en fait, vous disiez que donc les commissariats étaient insalubres. Donc vous, en tant que policier, est-ce que vous étiez dans les manifestations? Est-ce que vous vous sentez solidaire de ces policiers-là, en fait? Solidaire, oui. Je vais prendre avec vous solidaire, parce que ce qui s'est passé à la Randborn, tout ça, pour les fonctionnaires de police qui sont restés bloqués dans la voiture et qui les pauvres ont été brûlés, bien sûr on est solidaire. Après, manifester, bien sûr qu'on manifeste, c'est pas normal ce qui se passe quand même. Vous croyez que c'est normal ça qu'on se retrouve en France avec des actes comme ça? Oui, mais monsieur, êtes-vous solidaire dans ce cas-là des familles de victimes de violences policières qui se retrouvent toutes seules et qui sont en plus dénigrées par les institutions? Ça veut dire en fait, lorsqu'une contre-enquête est menée, l'enquête est bâclée ou elle n'est pas faite, on voit le cas de Adama Traoré. Quand les collègues passent à l'IGS, je peux vous dire qu'à l'IGS, ils rigolent pas. Monsieur, l'IGS, c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers. Vous prenez par exemple le Sud Intérieur, demande elle-même, ils demandent eux-mêmes le retrait de l'IGS parce que justement, il n'y a aucune autonomie sur les enquêtes. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, monsieur. Non, je suis d'accord, mais je peux vous garantir que l'IGS, je connais pas mal il y a des collègues qui sont passés à l'IGS, pas pour des bêtises ou quoi. Ils rigolent pas avec les collègues. Faut dire que des bêtises quand quelqu'un perd un œil, ils sont pas fiers d'eux. Hein. Ouais, mais monsieur, une bêtise, c'est quand quelqu'un était borgné ou perd la vie. Excusez-moi, en toute proportion gardée, c'est plus qu'une bêtise. Et ça, oui, je suis d'accord avec vous. Sur ça, oui. Mais est-ce que vous croyez pas que la personne aussi qui malheureusement est décédée, des fois, je vous le dis, on intervient sur des trucs des fois où le mec il part en courant, il a rien fait, il part en courant.
Non mais et le gars il part, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, donc je critique pas les collègues. Non mais de toute façon on n'est pas là pour faire le. Excusez-moi. Oui. Allô? Oui, allez-y, monsieur. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des trucs qui se passent, c'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord. On est le premier, les fonctionnaires à le dire. Mais on n'est pas là pour faire le procès d'abord de la police, premièrement. Deuxièmement, il est important aussi de vous écouter, et c'est bien que vous preniez la parole, Ahmed, aujourd'hui, pour nous dire un petit peu dans quelles conditions vous travaillez, parce que c'est vrai que nous, on est un petit peu, on est là avec nos ressentis et puis cette actualité qu'on est obligé de commenter, et aussi ça nous concerne de très près de temps en temps, de par notre famille, de subir des contrôles, un petit peu des contrôles qu'on pourrait qualifier d'élite sale gueule. Ça arrive et ça m'est arrivé et j'en connais. Maintenant, il est vrai, vous avez raison. Ce que l'on n'aime pas que l'on fasse sur nous, ne le faisons pas pour les autres. C'est-à-dire, on va pas généraliser à toute une corporation qui est la police et qui, d'ailleurs, on a besoin de cette police aujourd'hui pour nous protéger, pour protéger les citoyens de France. Et cette police aussi a ce devoir de sécuriser tout le monde, mais surtout de ne pas faire d'outrance et d'outrage. Surtout, c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Ahmed. Cette antenne est aussi la vôtre, Ahmed, et donc on est content de vous avoir à l'antenne. Et je suis très fier justement de cette qualité de débat où un polémiste peut discuter avec un policier dans un climat d'intelligence, et je pense que tous les auditeurs voient par là que on est capable d'avoir des échanges de haute tenue avec des gens de bonne volonté. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. À bientôt et bon courage. Ahmed. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, sur le fait des, alors c'est l'amour, hein, franchement, et même ça m'a été confié par plusieurs personnes, 50% seraient, parce qu'on va employer le conditionnel, adhérents du Front National. 50% de toute la police française. Toute la police française. Bah attends, mais c'est un truc de fou. Bah oui. Non, franchement, j'y crois pas. Bon, franchement, peut-être pas. Non. Mais il y en a beaucoup. Peut-être que le chiffre est un peu exagéré, voilà, mais beaucoup. Qu'il y en ait beaucoup, que le Front National soit assez malin pour récupérer. Aussi, donc mais on l'a bien trouvé quelque part. Il y a aussi le sondage sur les votes. Moi, je parlais même pas des adhérents. Je parlais seulement de ceux qui ont voté. Ah ouais, moi, je vous dis, moi, c'est que effectivement, la police a toujours été infiltrée par des mouvements les plus extrémistes. Il y a un vrai malaise dans la police. Ahmed le disait très bien. Enfin, je veux dire, il travaille dans des conditions qui sont absolument terribles. Et moi, je rends hommage à Yasser parce qu'il faut des militants comme lui. Il faut des militants formés comme Sia Masbag, comme je me souviens plus de son nom, de cette jeune femme qui s'occupe d'une association. Voilà, Amal. Il faut les renforcer parce que la police, elle a besoin de contre-pouvoirs. Elle a besoin de gens qui, de manière paisible, de manière tranquille, mais de manière extrêmement ferme, lui disent quelle limite elle pourra pas dépasser tant qu'on sera là. Et si demain il y a une manifestation de citoyens où il y a une chaîne humaine pour effectivement revendiquer une police égale pour tous, une police impartiale, une police aussi neutre que possible, eh ben moi j'en serai, parce que nous sommes des citoyens et nous sommes aussi là pour avoir une police qui nous respecte, qui nous défende, qui nous protège, mais qui travaille dans un cadre qui soit pas un cadre anxiogène. C'est vrai que si vous pouvez plus aller pisser dans un commissariat, si toutes les portes sont l'état des voitures, il y a certes les bagnoles, voilà. Donc je pense l'état des voitures, du matériel qui non, justement, c'est qu'en fait, on leur refuse le repos, on leur refuse des conditions de travail dignes, mais on leur file des flingues en plus. Donc on les stresse. On montre bien l'orientation d'État. D'ailleurs, il y a un taux de suicide important au sein de la police. Mais ce que Yasser dit est très important. C'est-à-dire que on voudrait créer les conditions initiales d'une bavure qu'on s'y prendrait pas autrement. C'est-à-dire que vous stressez les gens, vous les mettez dans des conditions de travail épouvantables, et puis vous leur dites vous avez un cadeau de Noël, un super flingue sur lequel on vous forme. Ahmed dit qu'on les forme, j'espère que c'est vrai, mais en tout cas il y a des présomptions sur le fait qu'on les forme peut-être pas tout à fait comme il faudrait, et puis c'est un flingue qui tire très bien. C'est un peu inquiétant, hein. En tout cas, je suis assez fier quand même de cette chronique La Vie Tranchée. S'il fallait en retenir en tout cas un exemple, c'est vraiment celui de Yasser aujourd'hui, avec la réaction spontanément d'un policier. Ça va, il est arrivé en retard, il fait une vieille chronique, voilà, on le retient. C'est dégueulasse, franchement, tu vois. Et en plus, il a plein de trucs sur WhatsApp, on le félicite, et moi, que dalle, quoi. Ça m'énerve, ça. Ali, bonsoir. C'est vraiment, il y a la discrimination, quoi. Bonsoir Ali. Christophe, et bonsoir aux invités. Je rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000, prenez la parole parce que vous l'avez dans cette émission, bien sûr. Ali, on vous écoute. Oui, d'accord. Donc bonsoir à toi Christophe et à tes invités. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Voilà, je voulais, avant de commencer, une grande pensée pour les policiers qui ont été incendiés à Livry-Gargan par des pourritures. Parce que quand on touche, à mon sens, à moi personnellement, quand on touche à la...
quand on touche à la police, à la gendarmerie, à l'armée, c'est qu'on a touché carrément à la colonne vertébrale d'un pays. Et la police est là pour nous protéger, protéger tout le monde. Et comment dirais-je, il faut qu'on les respecte. Bien souvent, je crois que je prends la défense de la police ou quoi que ce soit, elle a son rôle à jouer dans une société. Et ils sont pas respectés parfois par les jeunes, ils se font insulter, ils se font tout ça, et ça fait monter la mayonnaise en sauce, et puis après ça en finit plus. Je veux dire, pour ma part, je fais beaucoup de routes. J'ai souvent des fois par la douane, au péage, des fois par les gendarmes, la police, et j'ai jamais eu aucun problème, jamais. Ils ont toujours été vraiment, je le dis sincèrement, ils ont vraiment été réglo, polis, avec des messieurs, il n'y a pas de souci. Et moi de mon côté, c'est la même chose. Donc le respect, ça se partage. Et je pense bien que dans les quartiers, il y a des jeunes, vraiment, ils sont dans une ambiance, oui, mais Ali, attendez. les keufs, etc. Mais Ali, quand vous êtes contrôlé 3 fois par jour pour les mêmes raisons, au bout d'un moment, vous avez tendance à pas vous énerver. Quand un policier arrive devant vous et commence à vous tutoyer ou à vous insulter parce que vous êtes un jeune de 18-19 ans, accompagné d'une bande de potes, bah, ça a tendance aussi un petit peu à énerver. Il y a aussi, voilà, je comprends, j'ai été jeune aussi, je le comprends tout ça, mais je veux dire que il y a des jeunes dans les quartiers, ils vivent dans une ambiance, les keufs, les fachos, les machins, c'est dans cette ambiance qu'ils vivent, et il y a un manque de respect quelque part. Et ça monte en sauce après. Bah, la police, elle se sent visée, les jeunes, ils se sentent visés, et puis ça en finit plus, c'est ce que je veux dire par là. Le respect, ça se partage. Bah, merci beaucoup en tout cas, Ali, pour ce témoignage. Qu'en pensent Yasser et Hamou sur le fait du respect, justement, et des quartiers? Alors moi, pour être très sincère, j'ai déjà vu, moi, des jeunes que je connaissais dans une cité dans laquelle j'habitais il y a quelques années, 3 fois par jour, c'était vraiment vrai. C'est-à-dire 3 fois par jour, les policiers venaient contrôler les mêmes mecs. Non mais je vais répondre. Enfin, tu veux y aller Non, vas-y. D'abord, pour commencer, on peut pas mettre son expérience personnelle comme le centre et comme étant l'alpha et l'oméga et le standard auquel il faut se référer. Moi aussi, j'ai pas de problème avec les policiers. Enfin, je subis rarement des contrôles aux faciès. Ouais, parce que t'es beau gosse aussi, tu vois. C'est pas pour autant. Gominé, blond, tu vois. Faut laisser tomber, quoi. C'est pas pour autant que je vais pour autant dire oui, il y a pas de problème. Je veux dire, si même l'ONU épingle la France sur les brutalités policières, si avec l'état d'urgence et les 3600 perquisitions qui ont abouti à seulement 6 enquêtes, mais qui ont ravagé des familles entières juste pour envoyer un message en disant qu'on fait le ménage parmi ces musulmans, lorsqu'on a l'association chrétienne pour l'abolition de la torture qui vous dit qu'il y a une impunité et une opacité de la gestion des violences policières, lorsque vous avez un climat qui fait que un policier, non seulement il est méprisé par sa hiérarchie, mais qu'en plus il débarque dans un quartier non pas pour protéger la veuve et l'orphelin, mais pour agir comme force d'occupation. Donc on peut pas dire oui parce que moi ça va bien, les policiers me serrent la main, que le phénomène n'existe pas. S'il y a des associations qui sont montées, c'est des collectifs de soutien aux familles, c'est parce qu'il y a des familles qui vivent des drames. Là, on n'est pas en train de parler, on m'a rayé ma voiture, c'est des incivilités. Il faut pas oublier que la police représente l'État, que l'État a le monopole de la violence et qu'on fait confiance à des policiers avec des armes létales. Donc, à un moment, il y a un devoir d'exemplarité qui doit être fait et on peut pas accepter l'idée que des policiers vous voient les citoyens au centre de Paris et dès qu'ils arrivent au quartier populaire, ils se mettent à tutoyer ou à proférer des injures raciales. Ouais. Donc, moi, je peux comprendre, dire mon expérience personnelle dit que, sauf que on ne change pas une société avec des expériences personnelles. Non, moi, pour aller dans le même sens, mais peut-être en nuançant un peu, quand vous mettez la société dans un système où vous avez au centre des villes les nantis et dans des mechtas autour les ex-colonisés, vous reproduisez un système de domination dont la police est l'un des outils. Alors, c'est vrai que vraiment beaucoup de policiers font leur travail avec cœur, avec je pense vraiment un sens du devoir, mais pratiquement par principe même, on fait jouer à la police un rôle de régulation d'un certain nombre de personnes, de populations, et on leur donne effectivement une impunité dans certains endroits qui est à mon avis dommageable. Alors après, voilà, il faut que les mouvements citoyens s'en emparent.
Voilà, je pense que c'est aussi à nous, et je pense qu'il y a vraiment, je vous dis, il faut s'intéresser au travail de certains collectifs animés par des gens de très très bonne volonté, pas forcément assez nombreux. Mais vous savez, moi j'ai entendu parler d'un copain sociologue, Nicolas Jounin, je le salue s'il écoute. Il était à la manifestation de Nuit debout, qui était à Saint-Denis. Il a pris un coup de matraque. Il se souvient plus de ce qui se passe ensuite. Tout ce dont il se souvient, c'est que le lendemain, il était menotté pour outrage à agent, quoi. Et il était blanc et tout ce que vous voulez, quoi. Donc il y a quand même une forme d'impunité qui est, je pense, dommageable. Ouais. Mais je pense que bon, on est dans un pays où il y a aussi les contre-feux associatifs et voilà, la société est quand même pas, c'est pas univoque. Il y a c'est un combat, ça, d'avoir une police qui respecte les citoyens. Qu'on ne se m'apprenne pas, là on n'est pas là encore une fois pour faire le procès de la police, mais pour parler évidemment d'une situation qui peut conduire parfois à des drames, comme on en connaît et comme on relaie aussi de temps en temps. Un dernier appel sur le sujet. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors dans un premier temps, juste une information de Libération. Alors Libération dit que plus de 50% des policiers et des militaires ont voté FN en 2015. Ont voté FN en 2015. Donc c'est bien de le savoir, parce que tout à l'heure le sujet a été soulevé de savoir s'il y avait 50% de la police qui votait ou pas. C'est ce que dit Libération d'un article du 1er janvier 2016. Ensuite, je pense qu'il est important, comme l'a rappelé un de vos deux chroniqueurs, il faut pas oublier que dans la police, il y a des gens vraiment très bien. Moi, j'en connais, j'ai fait des choses avec des gars de la police. Il y a moi, ce qui me gêne dans la police, c'est que dans le monde politique et médiatique, quand ce qu'ils appellent une bavure, quand il y a un policier qui commet un crime, il est protégé, et à croire que dans la police, ils recrutent que des gens qui viennent je sais pas de quel endroit, de quelle planète. Il y a que des gens bons dans la police. Non, il y a une police dans la police. C'est ça la réalité. C'est que il y a des gens dans la police qui se battent pour faire leur boulot convenablement. Moi j'en connais, j'ai fait des interviews il y a 15 ans déjà, dont un ça faisait déjà 20 ans qu'il se battait. Donc moi j'ai encore des cassettes en ma possession. Le mec qui m'expliquait qu'il y avait des gamins qui avaient 10 ans qu'on attachait au radiateur et à qui on mettait des claques. Donc voilà, après c'est pas le procès de la police, mais c'est des choses qui existent. Donc il y a une police dans la police, il y en a qui font aussi le sale boulot et qui sont je veux dire qui sont un peu la main d'une politique que parfois voilà. Il y a des policiers dont on a besoin. Bon, j'essaie de faire attention parce que je suis sur votre radio, j'ai pas envie de vous compliquer les choses, mais juste un exemple, de jouer les tours. On a eu un jeune de 20 ans qui a été tué. Les médias, le monde politique et la justice nous ont expliqué que c'était un jeune djihadiste qui était rentré dans le commissariat avec le couteau pour tuer tout le monde. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des témoins oculaires qui ont dit que on a tenté de l'amener à l'intérieur du commissariat de force, il voulait pas. La famille a demandé de pouvoir visionner les caméras. Le procureur a expliqué qu'il n'y avait pas de caméra et rue 89 a apporté des preuves à l'appui qu'il y avait bien des caméras. Donc il y a quand même des questions à se poser. Je vais rester prudent. Je ne dirai pas ce que je pense profondément. Non, mais vous avez raison de rester prudent. Qui sont maquillés il y a des crimes qui sont maquillés en bavure. Ça existe. Et tout le monde parle d'une même voix, que ce soit le médecin légiste, la police, la justice. Donc ça existe aussi. Mais je pense qu'il est important de rappeler que toute la police ne sont pas tous des salauds, quoi. Évidemment. Et ça c'est important. Voilà. Merci de l'avoir dit. Votre point de vue vous honore, parce que vous êtes effectivement très nuancé, et on ne peut que abonder dans votre sens. Bien sûr. Il y a malheureusement, depuis très très longtemps, comme par hasard, non, je dirais que peut-être même avant, mais la guerre d'Algérie a été coutumière de ce genre de choses. Oh oui. On balançait des fenêtres, on faisait tomber accidentellement d'hélicoptères, enfin bon. Donc il y a des vieilles habitudes qui ont tendance à se perpétuer. Qu'on a un peu l'esprit colonial qui est un peu resté. Il faut dans dire certaines corporations, dans certaines corporations, dans certains partis, dans certaines façons de faire. Certains partis, oui. Mais moi j'ai toujours dit, je l'ai écrit. Le Parti socialiste est un parti colonialiste et on est toujours au parti de Guy Mollet et de Marius Moutet. Je l'ai déjà dit 20 000 fois sur cette antenne, je l'ai écrit et je l'assume. Bon, voilà. Merci Ahmed en tout cas pour votre témoignage. Yasser, tu souhaitais rajouter quelque chose par rapport au témoignage d'Ahmed ?
Non, je suis d'accord avec lui. Encore une fois, on n'est pas en train de faire le procès de l'institution en tant que telle. On parle vraiment de cette. On le répète poignée. parce que des fois, c'est vrai qu'un mot, on utilise beaucoup la radio, en l'occurrence ceux que nous sommes, les intervenants à la radio, et on essaie comme ça de nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit. Non, on n'a pas fait le procès. Non, je trouvais des intervenants extrêmement corrects. Mais petite parenthèse, c'est oui, que il y a quand même un mécanisme assez intéressant, c'est qu'on est là en train de dire c'est pas tous les policiers qui sont une poignée. Oui. Ça vous rappelle pas un certain mécanisme concernant les musulmans? Ah, tous les musulmans sont pas. Ah oui. Donc, est-ce qu'on est en droit de dire tous les policiers ne commettent pas des bavures, mais toutes les bavures sont commises par des policiers? Ah, Amou, qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien parce que. Pourquoi? Il y a probablement aussi des bavures qui sont commises par des ministres du budget, par des magistrats, par tu vois. Ça bave un peu de tous les côtés. Même le président bave aux journalistes, c'est vous dire. Oui, mais bon, il a encore pas tué personne, le président. Si, puisqu'il a dit qu'il avait fait tuer, justement, il était très content d'avoir fait tuer des gens de manière ciblée. Mais donc, attends, Amou, on se reprenne 2 secondes là. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il a pété un câble. Écoute, est-ce que c'est le président qui veut marquer dans l'histoire en étant le président le plus impopulaire, le plus non, Christophe, je pense que c'est bien un câble en fin de mandat. Non, je pense que c'est bien pire que ça. C'est-à-dire qu'on est dans une telle c'est pathologique là, non? On est dans une telle dictature des réseaux sociaux, de l'instant, de la com, que François Hollande n'a pas la force d'y échapper. Et comme je pense que, comme je l'avais dit ici, il s'est rendu compte, après avoir été élu, qu'il n'était pas fait pour être président. Donc, voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on vit. C'est pas embêtant, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bon. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est pas un moment où il faut avoir un président qui est pas fait pour l'être, quoi. Alors, justement, on va parler de l'une de ses actions, l'opération Sangaris, c'est lui, hein. Oui. François Hollande, France Centrafrique. Bon, alors, l'opération est apparemment fini. Alors, nous dit-on, sauf que les militaires vont un peu rester là-bas sur place. On va faire un peu le bilan de cette opération qui, ma foi, est pas tout à fait réussie quand même, faut le dire. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Yasser Loati aujourd'hui et Hamou Bouakaz qui la joue à la séquence nostalgique dans les studios là. C'est trop sympa. Chansons sur les flics là. Vous le dites, hein, sinon on va faire de la radio sur nostalgie, hein, ça vous dit? Attends, mais il faut élever le niveau culturel et le coefficient d'intégration de nos auditeurs en leur faisant écouter des chansons de Titi Parisien des années 60 afin de renforcer la citoyenneté française en perdition. Yasser, t'es adepte toi des anciennes musiques comme ça? Non, mais je découvre ça avec le caméraman, camarade. Oui, que l'on salue parce il est en train de filmer Yasser. On est filmé, sans déconner, ça c'est trop de la balle. On est en train d'enrichir notre le truc, c'est qu'on patrimoine culturel. Voilà. En tout cas, on va feuilleter un petit peu l'actualité. Vous notez que Yasser, comme les stars, il vient carrément avec son caméraman. Ah bah oui, attends. Moi, je suis venu tout seul avec mon rien, tu vois. Je veux dire, je suis plus démocratique, toi. Lui, il arrive avec sa voiture. Il y a un documentaire qui est en cours. Il y a différentes séquences et il y a une séquence dans laquelle j'apparais. Voilà, donc on te verra pour moi, non. Ah ouais, mais moi je me fais pas emmerder pour une séquence, non. Je fais du film ou rien. On va feuilleter un peu l'actualité bien sûr de ce lundi 31 octobre sur France Maghreb 2. Un petit tour par la Syrie avec cette contre-offensive des rebelles à Alep liée à des groupes d'extrémistes tentent depuis vendredi de briser le siège du régime. Selon le SDH, au moins 41 civils dont 16 enfants ont été tués dans le pilonnage des quartiers ouest, des quartiers pro-gouvernementaux. Plus de 120 combattants du régime et des rebelles ont également trouvé la mort. C'est ce que l'on nous apprend donc en Syrie et sur Alep. Si vous voulez dire un petit truc, pas de souci. Hein. Prenez la parole. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Enfin, je veux dire, c'est des informations. Après, vous réagissez. C'est juste dramatique, c'est juste consternant, c'est juste révoltant. Et on va jamais s'en sortir. Enfin, moi, ça m'empêche de dormir. Ouais. L'Irak. Peut-être que tu dois peut-être dire des trucs plus constructifs, mais. Je suis le Joker. Non, c'est une histoire qui est toujours en cours de développement et je commente quasiment jamais à chaud l'actualité. Donc. Non, tu vas peut-être pas commenter cette actualité alors parce que c'est en cours aussi, c'est à chaud. C'est la bataille de Mossoul qui continue en Irak. Le groupe Daesh recule toujours visiblement. À l'ouest, ce sont les milices chiites qui avancent. Elles affirment avoir repris 4 villages. Leur objectif, c'est la ville de Tal Afar, afin d'empêcher Daesh de se replier vers la Syrie. Au nord et à l'est de Mossoul, ce sont les forces kurdes qui attaquent. Elles disent avoir reconquis les 6 villages hier. Enfin, au sud de Mossoul, c'est l'armée qui affirme avoir repris la ville d'Al-Shoura. Donc là aussi, c'est une bataille sans fin entre les différents intervenants sur le terrain. Pas de commentaire. C'est encore des musulmans qui trinquent. Oui.
c'est encore des pauvres qui trinquent, c'est encore voilà, tout ça se décide bien au-dessus d'eux. Moi, ça me pareil, que je voulais qu'on dise. Enfin, c'est juste pathétique. Alors, mon cher ami Yasser, pas de commentaire. Non, pas commentaire. Bon, alors, on va parler maintenant de la Centrafrique, messieurs. La Centrafrique, l'opération Sangaris va prendre fin officiellement aujourd'hui. Le ministre français de la Défense est d'ailleurs à Bangui depuis hier pour clore cette opération de l'armée française commencée il y a 3 ans et dont le bilan est plutôt en demi-teinte, on peut le dire. Sangaris a évité un bain de sang dans la capitale Bangui, tué des centaines d'éléments de groupes armés et détruit plus de 36 tonnes d'armes et de munitions. 3 militaires français ont perdu la vie dans cette opération. Une centaine a été blessée. Ça, c'est pour le côté, j'allais dire, positif. Sangaris, c'est aussi une image ternie par des accusations de violences sexuelles. Plus d'une centaine en quelques mois. Les enquêtes sont encore en cours, mais si la France met un terme à cette opération, donc, les militaires français restent en Centrafrique. Une force d'intervention rapide sera en capacité d'agir au cas où, dont 2 Mirages français basés à Djamena au Tchad à moins d'une demi-heure de Bangui. De plus, un effectif de militaires français déjà déployé au sein de l'état-major de la MINUSCA, la force onusienne en RCA, devrait être renforcé par une unité de drones tactiques, et puis d'autres soldats français sont actifs en ce moment même au sein de la mission européenne chargée de former des militaires centrafricains. Une présence française donc qui vise notamment à rassurer les autorités centrafricaines. Les casques bleus peinent à stopper le cycle des violences et les militaires centrafricains sont incapables, dit-on, d'assurer la sécurité du territoire. Il faut dire que dans le reste du pays, les exactions persistent. Rien que pour la semaine dernière, des violences des groupes armés ont fait plus d'une centaine de morts et des milliers de déplacés. Une centaine de morts. Bon, vous avez remarqué, pas un mot sur BFM TV sur cette actualité. Alors sur l'opération Sangaris, 3 ans, lancée donc à l'initiative de François Hollande, le président de la République. Le bilan, comme je le disais, est en demi-teinte. Pour moi, c'est le bilan d'une guerre néocoloniale. Enfin, ni plus dire. Il faut quand même reprendre l'ensemble des interventions occidentales dans des pays, entre guillemets, en voie de développement, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Quand est-ce qu'on a eu une intervention qui a atteint ses objectifs et qui n'a pas laissé une véritable catastrophe derrière? Parce que là, on a les exactions, rien ne dit qu'elles vont s'arrêter. Deuxièmement, on parle de former les militaires sur place, tout comme on a dit qu'on allait le faire en Afghanistan. On connaît la situation, tout comme ça a été dit pour l'Irak, etc. Donc là, maintenant, la fin de Sangaris, pour moi, j'ose croire que c'est pour des raisons financières et qu'on va continuer à protéger les intérêts français sur place. Mais moi, je vois pas ce que les Centrafricains ont véritablement gagné grâce à Sangaris, surtout quand on voit dans quelle situation ils vont être laissés, qui va assurer leur sécurité. Un mot sur l'opération Sangaris? Non, mais sur le bilan? C'est une opération qui n'a pas été suivie d'un travail politique de retissage de la nation centrafricaine, si bien que les mêmes gangsters qui étaient au pouvoir dans ce pays et qui étaient agités comme des marionnettes par un certain nombre de magnats français ou étrangers sont toujours au pouvoir. Et en fait, ce que la France a fait dans cette opération, c'est d'empêcher les anciens au pouvoir de s'appuyer sur d'autres pays que la France, et pour un certain temps ils y sont parvenus. Mais je puis faire un pari ici, dans 6 mois, dans 1 an, eh bien la France renverra des troupes, et je dirais aussi que dans 6 mois, dans 1 an, les massacres qui avaient été commis par les groupes de la Séléka seront commis par d'autres groupes qui s'appelleront autrement. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est qui va contrôler les matières premières, qui va contrôler le marché du diamant, qui va contrôler le marché des terres rares. Et le peuple centrafricain est victime de son sous-sol, comme beaucoup de peuples africains. Donc finalement, l'intervention en Centrafrique n'est qu'une intervention par intérêt. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En tout cas, si elle avait un côté humanitaire, il est clair que... nous vend, hein. Oui, non mais... Ce côté humanitaire. Je pense qu'il y a des gens en France qui avaient vraiment du souci pour les victimes civiles. Mais si c'était ça l'objectif, eh bien il n'est pas atteint, c'est évident. Moi j'ai une question. Est-ce que l'armée française qui est intervenue dit qu'elle va former des officiers?
est-ce qu'elle laisse derrière une armée nationale ou une police nationale? Bah, visiblement, on peut en croire les informations. Oui, il y a cet objectif. Oui, mais est-ce que c'est un corps inclusif qui inclut toutes les parties de la population? Ça, c'est toute la question. Parce que si c'est pour former une armée qui va en fait reprendre des massacres avec un drapeau, c'est-à-dire dans ce cas-là, on n'aura rien résolu. On aura juste à envoyer un savoir-faire français pour plus de répression, plus de massacres. D'ailleurs, ça serait pas une nouveauté vu ce qu'il y a. Il y a quand même ces scandales. Oui, pardon. Il y a des scandales quand même qui ont éclaté en Centrafrique particulièrement sur les agressions sexuelles. Elle en est où l'enquête en fait? Eh ben, elles sont en cours, toutes. Aucune. Il n'y avait pas un émissaire de l'ONU qui avait démissionné à cause des pressions qu'il avait subies? Alors peut-être pour ce qui est de l'ONU, mais pour ce qui concerne les militaires français, elles sont toutes en cours. Pas une n'a été résolue jusqu'à ce jour. Et pourtant, on parle d'une centaine de cas quand même, ce qui est pas rien. Des cas de pédophilie, de zoophilie. Des cas d'agression sexuelle. Alors je ne sais pas, on n'est pas rentré dans le terme pédophilie, zoophilie, mais oui, ouais. Mais en tout cas pour ce qui est des agressions sexuelles, de tout ce qui a caractère sexuel en Centrafrique. Les enquêtes sont toujours en cours. C'est vrai que ça peine à être conclu ces enquêtes. Là, c'est des choses gravissime quand même. Oui, et ça n'a pas ému grand monde. Bah non, absolument pas. Ça n'a pas ému grand monde. Alors si j'en crois bien, donc on avait 7 présences militaires dans le monde. Ça réduira à 6. Bon, ce qui fait toujours nous le pays le plus guerrier quand même. Et donc après, on se dira pourquoi est-ce qu'on exporte des bombes et on reçoit des bombes en retour. C'est clair. Les conséquences, oui. Les conséquences. Pour votre information quand même, oui, la France a vendu pour 3 milliards d'armements en 2015, pour 8 milliards en 2016 et probablement pour 32 milliards en 2017 et deviendra le second vendeur d'armes du monde. Alors, ceux qui verront un rapport entre l'expansion de nos ventes d'armes et notre attitude à l'international seront probablement de mauvaise foi. Probablement, peut-être. Si vous voulez intervenir évidemment sur la Centrafrique et sur l'opération Sangaris qui donc prend fin officiellement aujourd'hui, en ce 31 octobre, n'hésitez pas évidemment à réagir. On va faire un petit tour maintenant aux États-Unis, puisque une semaine qui va être ponctuée par un décompte, celui des jours qui séparent les électeurs américains du vote de l'échéance de la présidentielle du 8 novembre. Et d'ici là, c'est un nouveau coup dur que doit encaisser Hillary Clinton et ses partisans après la relance par la police fédérale américaine, l'affaire de ses courriels, de l'utilisation de sa messagerie privée à l'époque où elle gérait la diplomatie des États-Unis. Relance surprise, et le camp démocrate dénonce, lui, une action partisane du FBI et de son directeur qui vient donc de relancer l'affaire. Il a été nommé, ce directeur, par Barack Obama, sachez-le, en 2013. C'est un républicain. L'ennemi numéro 1 du camp démocrate. Oui, Christophe, mais si on écoute plusieurs sources d'informations, on sait depuis longtemps que la fin de la campagne va être ternie par cette affaire. On sait depuis très longtemps que c'est un chewing-gum qui colle aux chaussures d'Hillary Clinton. Et donc, en fait, pour paraphraser ce matin Bernard Guetta sur France Inter, on aura le choix entre un président populiste et une présidente qui va être poursuivie par le FBI avec une enquête longue, une enquête probablement accidentogène pour la présidente. Donc c'est très inquiétant pour la capacité de leadership des États-Unis. On peut penser ce qu'on veut des États-Unis, mais c'est quand même une puissance d'importance, et le fait que son sommet soit à ce point fragilisé n'est pas une bonne nouvelle. Yasser, j'ai appelé sur place pour prendre un peu la température, ouais, et en fait non, c'est que bon, des premiers mails qui sont sortis, en fait c'est plus, on a l'impression que c'est la presse qui est en train de gonfler l'affaire. Et parce que cette révélation n'est pas pire que la précédente, c'était juste parce que la presse apparemment, elle veut pas d'une élection qui se joue avec 7 ou 8 points d'avance de Hillary Clinton. Donc il y a tout intérêt à ce que l'élection se resserre, quitte à surgonfler cette histoire de mail. Mais en fait, je veux dire, je rejoins un certain Thomas Frank qui disait en fait qu'il faut d'abord qu'on oublie cette question de mail et qu'on se focalise sur la manière dont l'élite américaine gouverne le pays.
Donc, et c'est plutôt ça qui devrait inquiéter les Américains. Oui, Hillary Clinton a utilisé des serveurs privés pour des correspondances dites confidentielles. Certes, mais le problème, ça en dit long sur la nature de Hillary Clinton, qui en fait n'est pas très différente de celle de Barack Obama, si c'est pas pire, et elle n'est pas encore moins différente que celle de George Bush. C'est quand même elle qui a posé la question, est-ce qu'on pourrait pas envoyer un drone pour buter Julian Assange? C'est une personne qui commandait les assassinats par drone au Moyen-Orient et en Asie centrale avec son BlackBerry. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc oui, c'est vrai, ça fait un scandale de plus, etc. Mais là, je pense que c'est plus en fait une polémique politicienne pour resserrer un peu l'écart entre elle et Trump, quoi. Alors, pour faire vendre du journal. Ton contact aux États-Unis, Yasser, t'a-t-il aussi dit, comme un de mes contacts, me dit que finalement, attention, qu'on ne se méprenne pas ici en France, on a l'impression que les jeux sont faits pour Hillary Clinton. Or, aux États-Unis, Trump est certes lâché par son propre camp, mais a une réserve au sein de la population qui pourrait peut-être nous laisser une petite surprise. De toute façon, c'est l'héritage de Trump qui va surtout peser. Je veux dire, même si, en fait, moi je me projette au-delà de Trump. Ce que je veux dire, c'est que les jeux sont pas faits encore. Oui, les jeux sont pas faits, surtout en plus qu'on a commencé à exclure les différents électeurs hispaniques et afro-américains en morcelant en fait les différents districts. Donc en gros, on exclut les populations qui seraient à même de voter contre le camp républicain. Mais oui, de toute façon, les jeux ne sont jamais faits. De toute façon, comme disait David Rousset, les gens normaux savent que les gens ordinaires ne savent pas que tout est possible. Alors conséquence quand même de ce retour de l'affaire de la messagerie, resserrement des sondages. Ça a marché. Bah oui, de Hillary Clinton au niveau national à 44,9% des intentions de vote contre 41,1% pour son rival, donc républicain Donald Trump. Donc, si on en croit ce que tu nous dis, Yasser, ça marche. Oui, ben ça marche et ça vend du papier, ça fait du buzz, ça c'est relayé sur les réseaux sociaux, ça alimente l'idée d'une Hillary Clinton qui est en fait qu'on appelle une femme corrompue et qui puisse une néoconservatrice qu'une progressiste. Ouais, ben ça marche et encore une fois, ceux qui payent sont ceux qui achètent. Deux questions à Moubouaka. Est-ce que le prochain président américain sera une femme, d'après toi? Et deuxièmement, est-ce que, comme certains observateurs le disent aussi sur Hillary Clinton, si toutefois elle rentre à la Maison Blanche, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? Non, moi je suis un optimiste. Je pense qu'il y a quand même des contre-feux, il y a des garde-fous. La Troisième Guerre mondiale, personne n'y a intérêt. Le plus probable, c'est qu'effectivement une femme entre à la Maison Blanche, mais une femme qui ne va pas déplacer tellement les curseurs des positions des États-Unis de ces dernières années, et si elle les déplace, ce sera plutôt dans un sens plus interventionniste et moins proche de quelques progressistes que ce soit, pour le dire de façon lapidaire, et il faudrait nuancer ça, mais c'est à peu près l'idée de ce que je me fais de la situation. Parce que quel casting, franchement. Faut quand même faire gaffe aux symboles. Donc on a eu un Afro-Américain qui entrait à la Maison Blanche. Est-ce qu'il a véritablement changé la situation des Noirs sur place? Non, il l'a pas fait. Est-ce qu'il a mené il se dit démocrate. Est-ce qu'il a mené une politique différente de celle de George W. Bush? Absolument pas. Il a même fait pire que lui. Peut-être intérieur, Yasser, sur le système social, peut-être. Obamacare, c'est un désastre. Donc en gros, il faudrait, pour pas entrer dans les technicités, c'est pas véritablement le rêve accompli pour la couverture médicale. Mais en tout cas, Barack Obama n'a pas amélioré la situation des Noirs américains. Sa politique étrangère est encore pire que celle de W. Bush. Sa politique des drones est pire que celle de Bush. La restriction des libertés individuelles et la surveillance de masse a été encore amplement appliquée. Il y a une criminalisation des lanceurs d'alerte qu'on appelle les whistleblowers. On voit bien ce qu'il a fait subir à Manning, à Chelsea Manning et aussi à Snowden. Donc il n'y a rien qui va changer. Maintenant, si aucune femme vienne à la Maison Blanche et qu'elle continue à perpétuer des politiques impérialistes, enfin franchement, ouais, super, pour la communication ça sera bien, mais politiquement il n'y a rien qui va changer. Obama pire que Bush, moi je commencerai pas par là. Je serais tenté de dire à Yasser que en fait il en va des États-Unis comme de la France. C'est-à-dire l'angle de giration d'un bateau comme les États-Unis, c'est pas de plus de 5 degrés par mandat. Autrement dit, il faut pas attendre qu'un président change la donne de façon décisive. Alors moi je suis plus nuancé sur Obama, mais je dois reconnaître que je n'ai pas d'éléments, je dirais, absolument étayés
je n'ai que des sentiments et ce que je connais un petit peu par les contacts que j'ai aux États-Unis. Il me semble que quand même son arrivée aux États-Unis a créé une onde de choc. Alors qu'elle n'ait pas révolutionné la vie des Noirs, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, moi, avant son élection, j'avais écrit que ça ne révolutionnerait pas la vie des Noirs. Il me semble quand même que dans le climat intérieur aux États-Unis, il a quand même un petit peu desserré certains étaux. Yasser, tu dis que l'Obamacare c'est pas une super affaire. Il me semble quand même que pour les très très pauvres, ça a un petit peu amélioré les choses. Il a effectivement des grands ratés. Moi, je lui donne quitus de sa politique de rapprochement avec Cuba, qui est quand même quelque chose qui était pendant. Oui, c'est symbolique. Je crois qu'il a essayé de fermer Guantanamo, il n'y est pas parvenu. Ouais, ça c'était une promesse. Il n'a pas oublié. Il me semble que voilà, il s'est heurté à une technostructure qui était plus forte que lui. Voilà, moi je dirais, je veux pas la quitter, mais il me semble que il a essayé de faire un certain nombre de choses. Toutes n'ont pas réussi, notamment par exemple vis-à-vis des musulmans. Je me souviens de son discours du Caire. Il a essayé des choses qui n'ont pas forcément très bien marché. Enfin, il a quand même accordé un accord, une aide record à Israël qui est de 34 milliards d'euros. 38 milliards. 38 oui, milliards bien sûr. Et 34 milliards d'euros. Donc, sur la question palestinienne, il n'y a absolument rien qui a été fait. Vrai. Ça s'est empiré. Le blocus n'a pas été levé. Guantanamo n'a pas été fermé. Je pense qu'il n'a pas, en fait, un président des États-Unis n'a malheureusement pas tant de pouvoir que ça, parce qu'il est obligé de godiller entre un certain nombre de lobbies, un certain nombre de groupes de pression, et que ça, voilà. Je le conçois. Le problème, c'est qu'il ait réussi à faire pire que Bush. Il est quand même inquiétant. Il a quand même gardé tous les néocons qui étaient autour de Bush dans l'administration centrale et surtout à la défense. Et on voit bien que les résultats sont là. Par contre, c'est vrai que sur la rhétorique, les néoconservateurs. Hein. Ouais, pardon. Je précise. Oui, les néoconservateurs, pardon. Mais je veux dire, c'est vrai que sur la communication, sur la question de l'islamophobie, sur la question de l'image qu'il a donnée des États-Unis, c'est vrai que c'est un contraste entre le jour et la nuit. Voilà. Donc maintenant, bon, après. Sauf que voilà, il y a un discours qui est moins anxiogène, mais les pratiques, on va dire, les pratico-pratiques, oui, pour les citoyens américains ou à travers le monde. Quand on en arrive au Yémen où les enfants ont peur du ciel bleu à cause des drones, excusez-moi, je me dis quand même Obama aurait pu faire mieux que de faire pire que Bush, quoi. Enfin, moi je dirais pas qu'il a fait pire que Bush, et puis moi j'aime toujours mieux les présidents qui sont de bons orateurs que les présidents qui sont des bouseux qui ont 150 mots de vocabulaire. C'est ce qui rend la supercherie plus subtile. Donc on s'étouffe avec la bretzel. Voilà, donc ça, pour alors, moi, quand même, c'est. On va faire un petit Troisième Guerre mondiale, honnêtement, franchement, je pense pas. Elle est très interventionniste quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a en face d'elle des puissances émergentes, et tu fais pas ce que tu veux avec Poutine, tu fais pas ce que tu veux avec Xi Jinping, et voilà. On est quand même dans un monde qui est multipolaire, et la puissance des États-Unis est une puissance, qu'on le veut ou non, qui décline. Hein, donc ça, c'est quelque chose avec lequel le président futur devra faire face. Un petit tour par la Turquie maintenant. 3 mois ont passé depuis l'échec du putsch en Turquie. Depuis 3 mois, et la purge, elle est bien continue. De fonctionnaires limogés par milliers, de médias fermés, élus arrêtés. Maintenant, la justice turque arrêté ce matin des journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet. Ça s'est passé ce matin. Donc Erdogan souhaite se remettre les choses au clair. Et comment vous voyez d'ailleurs cette chasse, j'allais dire, à toute cette opposition en Turquie menée par Erdogan? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que ce genre de fuite en avant, on s'en sort jamais par définition. Et la Turquie est travaillée par beaucoup de tensions internes, de beaucoup de crises qui peuvent très bien arriver à maturité. Et on peut tout à fait se trouver dans des processus qui amènent à la guerre civile. Et moi j'avais placé beaucoup d'espoir dans la Turquie, parce que c'est un pays qui est au milieu de beaucoup de failles de notre monde, et sur lequel je comptais beaucoup pour essayer justement de jouer un rôle central de pivot. C'est pas le rôle qu'il est en train de jouer, et moi ça m'inquiète beaucoup. La Turquie est un grand pays. Vous partagez les inquiétudes d'Amou Bouaka sur la Turquie? J'ai pour en fait principe de ne jamais donner un blanc-seing aux hommes politiques et à jamais cautionner, donc être toujours en fait d'être dans l'analyse objective. Donc je vais jamais être pour quelqu'un ou contre. C'est je prends les faits et je vois ce qui est à prendre et à laisser. Faut quand même pas oublier qu'en Turquie il y a eu un coup d'État qui a fait 290 morts.
On a eu un avion de chasse ou des avions de chasse qui ont décollé d'une base de l'OTAN pour bombarder le Parlement. C'est que c'est un pays qui est menacé intérieurement par le terrorisme. Il y a aussi la crise des réfugiés qu'ils payent bien plus que les pays européens rassemblés. On a la menace Daesh à la frontière, la déstabilisation du Moyen-Orient et un groupuscule opaque qui s'est en fait immiscé partout dans la société. Je ne suis pas en train de théoriser un complot ou quoi que ce soit. Donc j'aimerais juste Sauf qu'Erdogan quand même on a bien joué de tout ça. Par exemple, tu parles de Daesh, les frontières ont été poreuses pendant un certain temps exactement, sauf que maintenant trafics. C'est pour ça que voilà, il y a un retour de flamme qui est avéré. Maintenant, il faut quand même comparer avec ce que le gouvernement français a fait après le 13 novembre. 3600 perquisitions, mise à sac de logements quasiment dans les quartiers populaires dans l'écrasante majorité, tenus par des musulmans, mise à sac de mosquées, assignation à résidence de centaines de citoyens sans preuve avérée sur la simple sur la simple utilisation des notes blanches, des procureurs qui assignent à résidence ou qui demandent l'expulsion de personnes sur la simple accusation. Donc on voit bien, moi je me demande si s'était passé la même chose en France, comment aurait réagi le gouvernement français. Donc c'est vrai, Jean-Marc Ayrault peut donner des leçons de démocratie à la Turquie, mais quand la France, après le 13 novembre, demande à se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle, pour soi-disant protéger l'état de droit, demande à sortir de l'état de droit, je pense pas que nous soyons en position de donner des leçons à la Turquie, tout en même temps dénoncer, c'est vrai qu'une dérive, enfin moi j'ai quand même des collègues qui me parlent d'une purge chez Turkish Airlines. Enfin pour moi qui vient de l'aérien, qui apprend que qu'on met sur le carreau des hôtesses, du staff aéroportuaire ou des pilotes parce qu'ils seraient gulenistes, oui, là on est véritablement un peu dans le... Non mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit sur la France. La France reste un état de droit. La France, c'est quand même un État dans lequel on peut contester les choses qui vous sont appliquées. Il y a beaucoup d'états d'urgence et de perquisitions qui ont été cassés par la justice. Voilà. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Et les mosquées qui ont été cassées, j'aimerais bien savoir de quoi on parle. Aubervilliers, on a Sartrouville, Non, là-dessus, je suis sur le terrain. Il faut quand même voir une personne qui s'est perquisitionnée dans quel état il est après le passage de la police. Personne ne peut me justifier qu'on débarque chez un père de famille, qu'on le menotte en slip devant ses enfants et sa femme, et quand sa fille fait une crise de tétanie, on lui dit ramenez-lui un verre d'eau pour qu'elle se calme. Donc, et ça c'est des centaines de cas qu'on a révélés. Et si en plus on a un État qui refuse de contre-enquêter sur littéralement l'excès de violence sous couvert d'état d'urgence, bah oui, moi je pense que certainement on est véritablement dans une dérive liberticide avec une batterie de lois sécuritaires qui pèse littéralement sur la notion d'état de droit. Non, moi j'étais contre l'état d'urgence, en tout cas contre sa prolongation, mais je pense quand même qu'on est dans un pays où si effectivement les faits que vous mentionnez sont avérés, il y a forcément une possibilité pour les lieux qui ont été attaqués, les gens qui ont été attaqués, de se constituer partie civile dans des contre-enquêtes et d'obtenir gain de cause et réparation. Pour l'instant, il n'y a encore rien. Pour l'instant, voilà, franchement, là, je pense que France Maghreb devrait suivre de manière très très individualisée tous ces cas. On a mis 3600 personnes perquisitionnées. 6 enquêtes, quoi. 6 enquêtes. Il y a eu des plaintes de la part des gens qui ont été... 5 mises en examen. Il y a eu des plaintes de la part de ces gens qui sont perquisitionnés. Ouais, il y a eu des plaintes et il y a qui sont même montés jusqu'au Conseil d'État et qui n'ont pas eu gain de cause. J'en connais carrément un. C'était lorsqu'il s'est fait perquisitionner, les policiers sur place ont dit si lui se fait perquisitionner, personne n'est à l'abri. C'était une personne qui tient l'association, qui améliore la relation entre policiers et jeunes de la commune. Et il s'est fait perquisitionner, mais fallait voir de quelle manière, et qu'en plus on s'acharne sur lui. Et jusqu'à maintenant, le type est assigné à résidence. Donc si maintenant des personnes qui améliorent la relation... Parce qu'il y en a encore, faut le dire. Il y en a encore, sauf on en parle plus parce que le buzz est passé, on est passé à autre chose, mais des personnes qui sont assignées à résidence, il y en a encore un paquet. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à... Notre rôle, c'est d'être là aussi pour ces gens-là, et il faut démontrer, amener la France à démontrer qu'elle est vraiment un état de droit. C'est le moment qu'elle le démontre. Eh bien justement, la transition est toute trouvée, puisque dans un instant, avant de retrouver vos coups de cœur, messieurs, on va faire un petit tour par Stalingrad. Vous avez suivi l'affaire de Stalingrad ? Apparemment, on ne parle pas d'expulsion depuis ce matin, mais plutôt de contrôle. Quel genre de contrôle ? On s'interroge.
Le grand forum, mesdames, messieurs, sur France Maghreb 2 avec Yasser Loiti, avec Amou Bouakas pour ce lundi 31 octobre. Alors, je vous en parlais il y a quelques instants. Pas d'évacuation, mais des contrôles administratifs en cours dans le nord-est de Paris, en cours donc à Paris, dans le quartier Stalingrad, où il y a près de 2000 contrôles, 2000 migrants qui sont donc contrôlés depuis ce matin à Stalingrad, sur le métro aérien. Vous êtes allé faire un petit tour, Amou et Yasser? À l'insu de mon plein gré, j'y suis allé, oui. En fait, en me promenant, je suis tombé sur ces gens et je marchais sur tout un tas de choses diverses et variées. Et c'est juste, effectivement, ça fait beaucoup de peine de voir dans quelles conditions ils sont reçus et comment est-ce qu'ils sont traités. C'est bon, je crois que je n'ai pas dit souvent, mais c'est l'honneur de la mairie de Paris que de créer les conditions de l'ouverture prochainement d'un endroit sécurisé dans lequel ils pourront vivre. Ça, c'est quand même extrêmement important. Mais bon, voilà, c'est absolument terrible cette histoire-là, absolument terrible. Les mots manquent pour dire le dégoût qu'on peut avoir de la façon dont tout ça se passe, quoi. Yasser, tu es passé avec ton 2 roues? À Stalingrad plusieurs fois, et aussi à Porte de la Chapelle, à Porte de Saint-Ouen. Moi, sincèrement, c'est que combien de temps encore? Donc là, il y a l'hiver qui va entrer, et cette histoire de policiers qui font signer des ordonnances des ordres de quitter le territoire en faisant croire que c'était les papiers nécessaires pour demander l'asile. Oui, ça c'est vrai. Dire là, on course vraiment, c'est littéralement une chasse à l'homme en plein Paris. On course les migrants, on leur fait des traquenards pour les bloquer et les rafler. Et ça, c'est pas de la volonté d'un policier, ça vient de plus haut. Bien sûr, ça vient de plus haut. Un policier ne prendra pas d'initiative. Bah, attendez, bien sûr. Mais vous vivez sur quelle planète? Non, c'est pas que je vis sur j'ai pas l'info, c'est tout. Ah oui. J'ai pas l'info ça a été relayé, non, mais que ça soit relayé, normalement, si une info de ce niveau-là, c'est pas relayé. Ça doit faire l'objet d'une question par un député au gouvernement. On est là dans quelque chose qui est totalement scandaleux. Le problème, c'est qu'on a, je veux dire, il faut quand même comprendre où est-ce qu'on en est. Le marketing politique fait que on a complètement déshumanisé les migrants. D'ailleurs, le terme, je trouve qu'il est vraiment réducteur. Deuxièmement, on a passé plusieurs années à parler de ces personnes qui quittent leur pays dans des conditions qu'on connaît tous. La Méditerranée est devenue un cimetière à part entière, et on n'en parle que sous l'angle de la menace. Écoute, la menace identitaire, la menace culturelle, la menace aux prestations sociales, etc., etc. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des centaines, voire des milliers de Français qui, dans des villes, dans des villages, accueillent, aident, soutiennent, envers et contre tout. Sauf que leurs initiatives ne sont pas d'une façon extraordinaire. Moi, effectivement, ça, j'ai eu l'info parce qu'il y a eu un reportage sur France Inter, et vraiment des gens extraordinaires. Ce peuple français qui quelquefois manque de courage a aussi un esprit de résistance extrêmement fort, et c'est ça qui fait que ce peuple a une histoire particulière. Bon. Non, mais, je veux dire, il faut quand même pas oublier qu'on a à peine 14 000 personnes qui ont été accueillies en France. 14 000 sur 66 millions d'habitants. Oui, bah, ce qui est rien. Et donc, quand on voit comment le problème est vraiment décrit d'une manière disproportionnée, c'est comme si on avait en face de nous un tsunami qui allait venir, ravager la France. Yasser, quand un taureau est affaibli, lorsque tu lui plantes une banderille, il a l'impression qu'il va mourir. La France est un pays qui est affaibli sur ses bases. La France est un pays qui ne croit plus en lui. La France est un pays qui ne sait plus où il va. Et c'est Chateaubriand qui disait ça, quand les peuples cessent d'admirer, ils cessent d'obéir. On déteste nos élites politiques. Plus personne ne les admire. Donc le peuple, il est sans boussole. Donc, il y a tout. Il y a ces fameux Français sans courage, lâches, les mêmes qui ont dénoncé les Juifs. Et puis, il y a l'élite de ce pays, cette élite qui, depuis des siècles, a toujours été une élite de résistants, de courageux, de gens qui avaient les droits de l'homme au cœur, qui sont là encore, et qui vont, encore une fois, gagner la bataille, mais à quel prix? Alors, on va passer au coup de cœur, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, c'est intéressant, monsieur Hamou, de vous entendre parler ainsi. Pourtant, votre coup de cœur, c'est sur le président de la République. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de nuancé. Il m'arrive très souvent à cette antenne de dire tout ce que je pense d'Anne Hidalgo, mais quand elle ouvre un camp
d'accueil, eh bien je considère qu'elle sauve l'honneur de la gauche et de la politique. Voilà, c'est ça être nuancé. C'est pouvoir dire à chaque instant ce que l'on pense d'une initiative prise par un homme ou une femme politique. Et là, en l'occurrence, le fait que le président de la République ait reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des Tziganes, c'est un fait qui mérite d'être mentionné, c'est un fait qui honore celui qui l'a fait, qui honore la France, et il y a bien longtemps qu'il aurait dû être fait. Alors un peu de courage, Monsieur le Président de la République, dites-nous maintenant qu'est-ce qu'il est advenu de Maurice Audin, qui l'a tué, où est son corps, et là vous aurez un deuxième coup de cœur. Très bien, il va falloir attendre un petit peu alors. Ça c'est pour le coup de cœur de Amou Bouakaz. Yasser Louati, rien à voir. Alors rien à voir, aujourd'hui c'est un coup de cœur qui concerne une jeune auteure qui s'appelle Asna Outaleb, qui publie son premier livre qui s'intitule L'auteur et mon cœur chez les éditions Edilivre. Alors, pour lutter contre l'islamophobie, bien sûr, on a les militants, on a les associations, on a les chroniqueurs, les intellectuels, etc. Eh ben, notre jeune Asna Outaleb a pris sa plume, et je pense qu'elle parle pour des milliers de jeunes filles de son âge, et je la cite lorsqu'elle dit « J'ai mis par écrit des révoltes qui habitaient mon esprit, des nostalgies que le cœur conviait, ou encore des êtres chéris qui marquent nos vies, sans oublier des débats d'actualité. On parle beaucoup de citoyens et citoyennes musulmans, de terrorisme au nom de l'islam, sans jamais interroger ces musulmans qui parfois ne demandent qu'à parler et surtout dénoncer l'amalgame subi et cette islamophobie qui ne cesse de progresser. Comment le dire et comment le répéter? Je suis libre, musulmane, féministe à ma façon et française de conviction, engagée. Je vous l'écris en poème et texte choisi. Donc, bravo à Asna Outaleb. Il faut lire les différents poèmes qu'elle a écrits. On sent que ça transpire la sincérité. Elle parle vraiment du cœur. Il y a aussi une série de textes qu'elle publie par la suite. Donc, pour toutes les personnes qui non seulement veulent connaître cette jeune artiste et aussi avoir accès à la parole de ces jeunes filles musulmanes qui subissent l'islamophobie de plein fouet. N'oubliez pas que l'islamophobie touche en premier lieu les femmes et que selon l'étude du réseau européen contre le racisme, lorsqu'on est une jeune fille voilée en France, ou d'ailleurs une femme voilée en France, on a 1% de chance de trouver un emploi. Alors, encourageons cette jeune fille, achetez son livre aux éditions Edilivre, et j'espère qu'on continuera à la lire encore longtemps. Merci Yasser Louati, merci beaucoup à Amou Bouakaz d'être venu aujourd'hui. À très vite messieurs. Ouais, non, enfin là j'ai un coup de cœur, mais franchement, ça c'est un grand bonhomme qui a écrit des bouquins tout à fait passionnants, qui sont des références aujourd'hui, et c'est vraiment un type dont il mériterait vraiment d'être mieux reconnu et plus reconnu. Rendez-vous donc ce soir 19h15 dans les locaux de Canal 9, donc cette télévision de proximité marseillaise, ce soir à 19h15 donc à Marseille pour aller voir ce film, donc projection de ce film. On est à la veille du 1er novembre, alors c'est vrai que de tradition c'est la Toussaint en France, c'est donc jour férié, mais on n'en oublie pas évidemment ici le 1er novembre 1954, le déclenchement de la révolution algérienne. Un mot? Bah oui, enfin c'est toujours émouvant de se dire qu'une poignée d'hommes ont fait basculer, ont mis en place une dynamique qui a fait basculer le destin de ce qui n'était pas encore un pays. Et voilà, on ne peut que s'incliner devant eux et leur rendre hommage, et simplement espérer qu'un jour le pays dont ils ont rêvé rejoigne le pays réel, que l'Algérie soit à la hauteur du destin que lui avaient tracé ces hommes de la Toussaint. Absolument. Yasser Amou, c'est parti, on y va avec les avis tranchés. Vous êtes prêts messieurs? On est prêts. On est prêts, allez c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, deux avis tranchés auxquels vous allez d'ailleurs pouvoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, réagir en nous appelant au 01 40 33 9000. N'hésitez pas. Je laisse la parole à Amou Bouakaz. Allez. Kousseima Sidi Bouzid, et si le Maroc entrait en convulsion? Le week-end dernier, un vendeur de poissons a été arrêté par la police en possession d'espadons dans des conditions qui semblaient quelque peu illégales.
L'arrestation a été tellement musclée que ce jeune Marocain est mort, écrasé par une benne. C'était à Kousseïma, dans cette belle province, cette rebelle province du Rif. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Si je remplace l'Espadon par les fruits et légumes, si je remplace Kousseïma par Sidi Bouzid, si je remplace Mohsen Fikri par Aziz Bouazizi, je me retrouve transplanté par un tapis. Oui. Bonjour les auditeurs, appelez tous et tout. Je précise Soyez que constructifs. Hein. Dans la semaine, jeudi, pour être plus précis, nous recevrons un futur candidat à l'élection présidentielle, monsieur François Célineau, qui viendra répondre à nos questions, en l'occurrence à celles de Sofiane Lakdari et de Ousmane Timera, et surtout les miennes. Ce jeudi... Attends, vous voyez les auditeurs, dans quel ordre il met l'importance entre les polémiques et lui, quoi. Ouais, c'est les polémiques, ils ont quelques, et surtout les siennes. C'est-à-dire, nous, en fait, on est juste décoratifs, en fait. Non, mais bon. Enfin, je savais, mais bon. Bon, allez, on va régler les états d'âme en antenne et on est de retour très vite avec vous, auditeurs, auditrices. Yasser Louati, Amou Bouakaz, c'est une premier duo, première rencontre. En direct aujourd'hui. Il me connaît même pas, c'est un truc de fou ça. Alors, vous savez pour vous dire... j'étais scotché, là, vide-moi, attends. Yasser Louati ne connaissait pas Amou Bouakaz, alors là, c'est rien de plus pour l'énerver. J'ai pas eu Stoner. Sans déconner, non, ça, c'est un truc. Il n'a pas eu Stoner. Voilà. Ouais, non, mais ça va, quoi. Enfin, je veux dire, attendez. Quand même, monsieur Bouakaz qui a été... C'est Amou Bouakaz, c'est pas has-been, je veux dire, tu vois. Il a travaillé 10 ans à la mairie de Paris, quand même, monsieur. Pas 10 ans, 13 ans, cousin, t'es ouf, toi. Voilà. Il y a des années compte double avec ça veut dire que 13 ans, Yasser Louati n'a pas mis les pieds dans la mairie de Paris. En même temps, vu l'estime que j'ai pour elle. Tout de suite, c'est la mairie ou la mer? Parce que c'est pas pareil, hein. L'institution en tant que telle. L'institution en tant que telle. Très bien. Monsieur est un libertaire. À tout de suite. On va lui régler. Yasser Louati, Amou Bouakaz, ils sont avec nous aujourd'hui. Tiens, une petite info culturelle qui va vous concerner, puisque ça concerne les auditeurs de Marseille qui nous écoutent sur le 93.8, puisque en effet, aujourd'hui dans les studios de Canal 9, qui est une télé de proximité marseillaise, au 49 rue de la République, donc place Sali Carnot, à partir de 19h15, projection du film documentaire L'émir Hamdi Kader Ambroise, le prisonnier tant aimé, une projection qui sera suivie d'un débat en présence de l'écrivain et historien Sadek Selam, entrée gratuite. Donc aujourd'hui 19h15 pour les auditeurs de Marseille, n'hésitez pas à y aller. Précipitez-vous parce que Sadek Selam est un homme absolument formidable avec lequel je partage une passion des mathématiques, puisqu'au départ il est professeur d'analyse numérique à la fac et c'est un homme qui a eu le virus de l'histoire, et notamment de l'histoire des musulmans au sens large, de l'influence des élites des pays anciennement colonisés, et c'est vraiment un puits de science. Donc franchement, moi c'est pas compliqué, dès que je veux savoir quelque chose qui concerne un musulman qui a vécu en France ou qui a conversé culturellement avec la France depuis 1800, j'appelle Sadek et je suis sûr d'avoir l'information dont j'ai besoin. D'accord. Bon, c'est un petit peu on appelle ça une bibliothèque. En matière d'émissions culturelles, sont incarnées par Léa Salamé, oui, avec Stupéfiant sur France 2, Nicolas Demorand avec Drôle d'endroit pour une rencontre sur France 3. Est-ce que France Télévisions, selon vous, l'amateur de culture, est sur la bonne voie? Bah écoutez, pourquoi pas. La grande bêtise de ma part, ce serait de dire, sous prétexte que je n'y suis plus, de considérer que tout ça n'a aucun intérêt, ce qui est complètement faux. Globalement, je trouve que la part qui est accordée à la culture dans le service public est quand même pas suffisante. On pourrait faire plus, ou en tout cas d'une manière plus imaginative. Vous avez proposé des choses à France Télévisions? Alors là, pas du tout. Non, mais ce sont des systèmes pipés, vous le savez, la Cour des comptes vient de le dire. Le problème de France Télévisions depuis des années, c'est qu'il règne un intense copinage, plus des problèmes budgétaires considérables, donc c'est pas la peine d'aller pousser une porte pour qu'on vous dise non. Donc autant ne pas pousser la porte. C'est toujours le cas avec le changement de direction. Mais ça a toujours été le cas, ou ça a souvent été le cas. Mais bon, bon vent à tous, ce sont et l'un et l'autre de très bons journalistes. Donc un retour sur France Télé n'est vraiment pas c'est pas du tout mon obsession, non. Voilà pour en tout cas Guillaume Durand qui est pas prêt de retourner sur France Télévisions. Bon, merci d'être avec nous, sauf si on l'appelle. T'as remarqué comme les gens qu'on n'appelle pas étaient jamais prêts à revenir? C'est clair, ouais. Yasser Louati, bonjour. Comment ça va Yasser? Bien et toi Christophe, bonjour tout le monde. Alors Yasser, la vie tranchée, on va parler de quoi? Alors la vie tranchée,
je me le réserve parce qu'il est en cours de rédaction. Ah d'accord, ça sent le mec qui a bien préparé son histoire, ça. Rien du tout, ils arrivent, tu vois, les cheveux gominés, tu vois, kiltrant dans la salle avec un quart d'heure de retard en dansant, et la vie tranchée n'est pas préparée, quoi. Voilà. Ce serait pas un peu du travail d'arabe, ça? Enfin bon, pas commenter, hein. Le coup de cœur, est-ce qu'il est prêt, lui? Le coup de cœur, oui. Ah, très bien. Ah, il a un cœur, c'est quand même sympa. Alors, c'est une jeune auteure qui a lancé son premier livre, comment dire, qui se lance en fait dans la poésie et les textes très personnels. Donc en fait elle parle un peu d'islamophobie, comment est-ce qu'elle l'a vécu et comment est-ce qu'elle voit la société française à travers ses yeux de jeune étudiante. Donc je vais fortement la recommander. Elle m'a envoyé son livre ce week-end, je lui ai promis de le lire, chose qui a été faite et je le recommande fortement. Donc vous aurez son nom tout à l'heure. Très bien, ça c'est bien, un petit livre au passage, comme ça en plus demain c'est férié, vous aurez l'occasion de le lire tranquillement. Exactement. Ils sont pas analphabètes nos auditeurs, ils savent lire. Commence pas à provoquer. Je sais pas moi. Vous pouvez le tacler le Hamou Bouakas, n'hésitez pas. 01 40 33 j'ai une patate les enfants, 9000. je vous assure, c'est un truc de fou. C'est le numéro de téléphone du Grand Forum, donc exclusivement réservé au Grand Forum. 01 40 33 9000. Oui, 01 40 33 90 00 pour intervenir, réagir notamment aux habits tranchés bien sûr. Je vous signale, attends, mais il y a un changement notable là. On ne prévient pas. Oui. Mais maintenant c'est même plus payant le. Non, voilà. Ah, c'est une nouveauté. Alors déjà, ils étaient non, pardon, non, faut que France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour une nouvelle semaine de ce grand forum jusque 18h30. Ravi de vous retrouver bien sûr pour ce lundi 31 octobre avec vos appels évidemment directs comme d'habitude. Pour cette dernière partie tout à l'heure entre 18h et 18h30, nous accueillerons l'ami Amar pour sa chronique, son clin d'œil quotidien. Et puis bien sûr la télé, le sport et les difficultés de Marseille. Nous en reparlons tout à l'heure. Donc en deuxième partie, le j'aime ou j'aime pas et aussi le coup de cœur et l'avis tranché de celui et de ceux en tout cas qui nous accompagnent aujourd'hui, mais de celui qui est arrivé le premier à l'heure. Donc monsieur Hamou Bouakas, comment ça va Hamou? Bonjour, je suis arrivé à l'heure, ça c'est vraiment un truc complètement innovant. Peut-être c'est lié au fait que l'heure d'hiver vient de revenir. Ah oui, d'accord. Parce que moi je suis un peu déphasé toi d'habitude. Donc là je viens de m'y mettre là, l'heure d'hiver d'un coup c'est bien. Effectivement. Yasser Louatik bonjour avec nous. Aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour à Yasser, c'est bien de me filer du temps d'antenne, c'est vachement sympa. Alors, de quoi allons-nous parler avec toi dans la vie tranchée, monsieur Hamou Bouakas? Dans la vie tranchée, je vais parler de Hoceima et de Sidi Bouzid. Ah y a-t-il un Bouazizi marocain? Et le Maroc va-t-il faire sa révolution? C'est la question que posent les événements du week-end dernier. Oui, absolument. Et puis le coup de cœur, tu l'as choisi? Le coup de cœur, eh bien, nous allons saluer François Hollande. C'est une fois n'est pas coutume. Parce que François Hollande a inauguré, posé le premier acte amenant à une reconnaissance d'une génocide contre les Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Et je voulais saluer François Hollande. Je voulais aussi saluer les Tziganes qui sont des bons copains des musulmans puisque traditionnellement depuis quelques années, pendant 1 ou 2 semaines, il y en a après les Roms, ce qui permet aux musulmans de se reposer, ce qui est quand même très sympathique. Très bien, on y reviendra tout à l'heure et on va en parler justement de tout cela dans le zapping. Mais avant tout cela, nous parlerons aujourd'hui des soldats français qui quittent la Centrafrique, l'opération Sangaris qui se termine officiellement aujourd'hui. Mais quelques centaines de militaires vont rester sur place car le pays est toujours en proie aux violences. Et puis nous parlerons aussi de cette dernière semaine de campagne avant la présidentielle américaine et dernière ligne droite assombrie dans le camp démocrate par la relance de l'affaire de la messagerie privée de Hillary Clinton, relance par le FBI. Bien entendu, les écarts se resserrent dans les sondages. Donc le zapping pour commencer, c'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, avec François Hollande, le président de la République, qui a reconnu que la France était responsable de l'internement de milliers de Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était samedi dernier. Et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'État. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. Et en marge de cette cérémonie, les journalistes en ont profité pour interroger François Hollande, le président de la République, sur la colère de Manuel Valls. Il a évidemment refusé de s'exprimer. Chacun doit être à sa tâche. Moi je suis à la mienne, le Premier ministre aussi.
nous devons régler les grands sujets qui préoccupent les Français. Nous le voyons, la lutte contre le chômage, nous avons des premiers résultats. Nous le voyons avec la sécurité, elle est nécessaire. Et nous avons répondu aux inquiétudes et à la colère des policiers. Et puis, il y a aussi ces questions de réfugiés, de démantèlement du camp de Calais. Voilà les sujets. Et le reste, ce sont des commentaires qui ne peuvent pas s'ajouter à des commentaires. Il y a trop à faire. C'est trop important de diriger le pays en ce moment et moi je n'ai pas d'autres préoccupations. Merci. François Hollande qui entend, et il l'a rappelé ainsi, être le patron jusqu'au bout. Yann Moix qui était particulièrement en forme dans l'émission N'est pas couché de samedi soir. En voici une preuve avec des compliments très élogieux envers Patricia Cass. Je suis très embêté parce que Patricia Cass a beaucoup de talent et ce serait un peu absurde que d'essayer de démontrer le contraire. J'en ai pas les moyens, ni culturels, ni intellectuels, ça m'intéresse pas trop. Simplement, il y a deux sortes d'artistes. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de vivre. Il y a ceux qui ont le talent de vous donner envie de mourir. Pour moi, vous êtes dans la deuxième catégorie, j'ai envie de me pendre quand je vous entends, mais ça ne veut pas dire que... Non, ceux qui ne comprennent pas sortent, les autres peuvent rester. C'est-à-dire que je veux dire par là que, par exemple, Edith Piaf, qui a du génie, me donne envie de mourir. Alors quand vous chantez Piaf, je vous décris pas, ça me donne doublement envie de mourir. Vous avez, pour moi, vous distribuez du cafard. Du cafard, mais c'est pas permis à tout le monde. Ça dépend dans quel état d'esprit on est quand on écoute les albums. Vous incarnez, pour moi, à titre très personnel, une forme de désespoir et de tristesse, et c'est en cela que je vous trouve intéressante. C'est une beauté aussi. C'est en cela que je vous trouve intéressante, une artiste accomplie. Pas parce que vous me rendez heureux, mais parce que vous me rendez malheureux. Ça se reçoit, je pense, comme argument. Il me fait le même effet tous les samedis soirs. Puis on termine ce zapping par un ancien de France Télévisions qui est venu et invité du Tube sur Canal+, l'émission Média du samedi midi, s'en prendre à la direction de France 2 en parlant de copinage. C'était Guillaume Durand sur Canal samedi. Un mot sur votre autre passion, c'est la culture, évidemment aussi. On l'a vu tout à l'heure, en cette rentrée sur France Télévisions, les deux nouveautés justement, on est en